Mesdames et messieurs, le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore à cette deuxième livraison de votre programme entre 10h et 12h, horizon midi. Les détracteurs de l'information ici répondent encore présents à l'appel de leur devoir, le devoir d'informer, le devoir d'éduquer, même de divertir, tout en respectant les codes qui intègrent en tout cas la déontologie du journalisme au Cameroun. Ils répondent encore présents sur ce plateau avec beaucoup de dextérité, même avec maestria. Yvan Ameni, le digne fils originaire de la région de l'Ouest Cameroun, qui est encore avec nous dans le cadre de cette production. Il aura ainsi la lourde responsabilité de décrypter les informations qui lui seront ainsi proposé dans le cadre de cette émission. Juste en face de lui, Julio Axel Job, l'intrépide originaire de la région du littoral, lui encore répond présent à l'appel de son devoir ce matin. Il aura la lourde responsabilité de nous balader dans le monde avec une information plutôt particulière. Et à côté de cela, il aura l'honneur, l'insigne bonheur de répondre à l'ensemble des thématiques à lui poser ce matin dans le cadre de cette production. Romaric Noafel unique, étoile du drapeau camerounais. J'ai encore le bonheur, l'honneur et même le privilège de modérer les échanges de ce matin. Julio Axel Job, bonjour et bienvenue. Bonjour Marie, bonjour à Yvan Amélie, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Cravate rouge ce matin, signe d'autorité. Vous êtes convaincu de ce que Donald Trump a prévu faire? Pure coïncidence. Rien de... J'ai vu ça ce matin, je me suis dit, peut-être que je vais la répéter, parce que même celle d'hier était rouge. Tout à fait. Peut-être beaucoup plus chère, mais rouge. Voilà. Celle que vous abordez ce matin, elle est beaucoup moins chère. Ouais, celle-ci, c'est moins coûteuse. Moins coûteuse. Je l'ai prise ici au Cameroun, donc. D'accord. Et celle d'hier, elle vient de... Ah voilà, vous l'avez dévoilée hier. Yvan Amélie, bonjour et bienvenue. Cravate rouge encore ce matin. Peut-être une simple coïncidence, Julio l'a dit tout à l'heure. Bon, hier c'était la cravate bleue. Non, je parle par rapport à... Ah, par rapport à... Voilà. Non, c'est juste une simple coïncidence. D'accord. Mais après, c'est beau ainsi aussi, parfois, quand il y a des similitudes entre les chroniqueurs, c'est aussi une bonne chose, ça peut arriver. Donc, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Merci encore de renouveler vos confiances à l'endroit d'Horizon 3 Télévision. Je vous retrouve avec beaucoup d'énergie positive ce matin. Je vais super, très bien. Je suis très fier encore de retrouver une fois de plus ces adorables téléspectateurs qui de plus en plus se multiplient à nous regarder au quotidien. Il faut dire que j'ai juste été un tout petit peu têtu ce matin lorsque ma fiancée me faisait proposition de cravate. Elle a justement fait le choix Du rouge. Du rouge. Je me suis juste entêté un tout petit peu. Sinon, ce serait un triangle assez particulier ce matin. Julio Axel, le fait d'actualité qui vous a marqué ces 24 heures. Alors, ce matin, nous n'allons pas faire le procès de la jeune femme. Oui. Mais plutôt le procès du jeune homme, parce que c'est la jeune femme qui est victime aujourd'hui. Quelqu'un qui vous écoute dira certainement enfin. Alors, c'est une histoire assez triste quand même. Hein. La jeune dame se plaint, elle est réelle. Elle dit qu'elle a fait connaissance d'un type il y a quelques mois. Et voilà, un soir, elle rentrait. Il lui a proposé de la déposer et sans autre intention. Quand il la dépose, parce qu'elle attendait le taxi quand il la croise. Alors il la dépose et il prend le téléphone comme ça, on ne sait jamais, au message pour prendre des nouvelles. Et ils vont commencer à s'envoyer des textos, des SMS tous les jours. Et puis matin, il va l'inviter à sortir si jamais elle a du temps. Elle dit qu'elle avait un peu de temps, elle a accepté de partir au rendez-vous. Et une fois là-bas, le gars lui sort la touche du mec qui est traumatisé parce qu'il a invité, entre guillemets, chez lui, vous comprendrez pourquoi je dis entre guillemets. Elle arrive, elle trouve une belle petite maison, un peu équipée, et il est tout seul. Elle lui demandait s'il n'a pas de copine, il lui dit non. Lui, il sort d'une relation, il dit de 4 mois, et il a été traumatisé. Et son traumatisme fait qu'il ne voudrait plus se mettre dans une autre relation. D'ailleurs, il a même des troubles érectiles. Donc, depuis tout ce temps, il n'arrive pas vraiment à se livrer à une autre activité sexuelle et que le médecin lui a dit que ça ira. Donc, il suffit juste qu'il tombe dessus une fille qui l'attire. Vous voyez où je veux venir pour que ça vienne. La fille, émue de compassion, s'est rapprochée de lui, a essayé de le consoler. Pendant qu'elle le consolait, apparemment, il a subitement retrouvé son érection et il lui a dit en criant « Tu es la femme de ma vie ». Voilà que 4 mois plus tard, je retrouve enfin mon érection. Donc finalement, c'est peut-être toi que j'attendais. La fille se sentant flattée et étant contente d'avoir aidé. D'ailleurs, commence à faire des projets de vie
elle s'entend qu'elle vient de sauver un homme de 4 mois d'impuissance. Voilà. Le mec, une chose en entraînant l'autre, ce qui devait arriver arriva. Voilà, mais après, quand il va la déposer, plus de nouvelles, oui, plus de contacts, bloqués partout. Et quand elle rentre là où le mec l'avait amené, son supposé chez lui, elle se rend compte que c'est une location, donc ce qu'on appelle les meublés. Les studios meublés. Et donc le chemin est entré violemment. La jeune fille se plaint donc ce matin, elle nous demande de dire aux hommes d'être un peu sérieux. Vous ne pouvez pas construire un mensonge aussi bien cousu, juste pour avoir, entre guillemets, comme on dit au quartier, les fesses. Permettez cette grossièreté, mais c'est exactement le mot qu'elle a employé. Et donc, elle demande aux hommes, à vous sur ce plateau, de passer le message à vos autres frères. Et que si vous êtes dans ça, que vous arrêtez. Parce qu'elle dit, jamais autant de sa vie. Voilà l'histoire du matin. Yvan Amélie, une histoire particulière. Je vous ai vu esquisser très grande soirée tout à l'heure. Je n'étais pas à l'aise, vous pouvez le constater. Un voleur de sexe, je lui ai assez bien dit tout à l'heure. C'est un schéma bien entré, dit-il. Voilà quelqu'un qui a retrouvé son érectilité simplement après avoir, n'est-ce pas, touché une jeune fille. Pourtant, le médecin lui avait promis que ça devait aller. Il va amener une histoire assez particulière. Malheureusement, c'est ce à quoi nous vivons, c'est ce à quoi nous assistons chaque jour dans notre pays. Des hommes qui, je vais dire, hein, des hommes qui, comment le terme m'échappe certainement, mais des hommes qui construisent des mensonges aussi beaux comme ceux que je viens de mettre sur la table ce matin pour tout simplement avoir un moment de plaisir. Votre réaction? Justement, une histoire assez rocambolesque, mais là, il a eu se surfer sur la naïveté de la dame en question. Vous faites partie de cela? Non, quand même. Non. Il faut être soi-même lorsque vous êtes devant une femme, parce que les conséquences sont parfois dévastatrices, mais dans le cas présent, on peut le dire sans embâche, en fait, il a surfé sur la naïveté de la dame en question. Vous savez qu'au Cameroun, globalement, il y a des femmes qui aiment bien le bling-bling. Il y a des femmes qui aiment le bling-bling. Il y a des femmes, luxe. Le luxe. Il y a des femmes qui aiment bien arriver chez vous et voir qu'il y a l'écran placement, il y a le frigo. Il y a le bling-bling, en fait, comme on le dit trivialement, en fait. Mais sauf que là, il a surfé sur la naïveté de la dame en question. Mais lorsqu'elle explique, on a tendance à croire qu'il s'agirait d'une femme quand même d'une moralité assez sérieuse, oui. Donc, elle s'est dit qu'en fait, elle tombait sur un bon gars, comme on a parfois l'habitude de le dire, mais en même temps aussi, ça nous profite aussi pour davantage interpeller certaines femmes de manière globale. C'est quand même rare, même si c'est vrai que ça existe, mais de manière générale, c'est quand même rare de voir un homme qui vit dans un cadre assez luxueux, un homme qui a une certaine stabilité. Et qui prétend être seul. Et qui prétend être seul et que vous acceptez quand même. Donc à ce niveau, quand même, la dame aussi, elle a aussi fait coup bas, elle a aussi cédé. Pourtant, elle aurait dû garder son sang-froid et s'est dit qu'en fait, le monsieur est en train d'organiser un match de football qui malheureusement, il a réussi dans son match de football. Donc, en fait, le monsieur a surfé sur la naïveté de la dame en question. La dame en question doit savoir tout simplement que, de manière globale, c'est impossible que dans la société camerounaise, qu'un homme ait un emploi, qu'un homme également ait un espace de vie assez équipé, assez équilibré, et que dans sa vie, il n'y a pas quand même une femme. Ils sont très nombreux qui ont pour profession bluffeur. Bien sûr, bien sûr. Ils sont très nombreux ici qui ont pour profession bluffeur. À Douala, il y a un autre là qui vous fait venir partant d'une ville à une autre. Il vous fait partie de Yaoundé pour Douala. Il vous loge dans un appartement meublé de très haute classe, de haute facture, pour 1 semaine, 3 semaines, 2 semaines. Et 3 jours après votre arrivée, il dit avoir une mission et puis il s'en va. Vous restez derrière, vivre le pire, hein, sans payer les factures. Et vous commencez à paniquer. Justement, ils sont très nombreux ainsi qui de plus en plus profitent de la naïveté ou encore de la confiance même de certaines femmes. Parce que parfois, ce n'est même pas de la naïveté. Puisque scientifiquement, il n'y a rien qui explique que vous ayez une certaine raison qui vous pousse à tomber amoureux de X ou bien de Y. Donc il y a des femmes effectivement aussi qui tombent sur ces hommes-là et se disent qu'en fait, voici l'homme de ma vie, vraiment voici l'homme que j'ai cherché depuis longtemps. Peut-être elle est plutôt en train de tomber sur quelqu'un qui nous fera pire
que la baltarisation. Donc c'est ça le véritable souci en fait. Julio Arcel Diop, il parle ici de ces hommes-là qui battent le record devant Balthazar. Hein, on se souvient justement de cette grande polémique. Non, mais justement, le souci, c'est qu'on ne peut pas battre le record de Balthazar. Ah bon? Commencez par là. Maintenant, poursuivez. Même pas vous? Non, on ne peut pas battre le record de Balthazar, ça c'est sûr. Même pas vous, je ne sais pas ce que vous insinuez. Je suis un homme très sérieux. Non, je sais que vous êtes sérieux. Voilà, donc, je fais quand même allusion. Quelquefois, on sait qu'on peut tricher un peu. Non, on triche quand on a des engagements. Ah bon? Je n'en ai aucun. Allez-y, poursuivez. Voilà. Donc. Voilà. Une histoire pareille, qu'est-ce que vous avez concrètement donné, n'est-ce pas, comme conseil à cette jeune dame-là? Eh bien, vous serez d'abord surpris de comprendre le contexte dans lequel ça s'est passé. Parce que la jeune dame n'est pas inconnue oui. de mes services, j'aime le dire ainsi. C'est quelqu'un que j'ai connu même d'ailleurs. À une époque, je me souviens lui avoir dit que je pensais qu'elle et moi, ça pouvait donner quelque chose. Elle m'avait dit non, tu es trop frivole. Je veux un gars bien. Je veux un gars bien. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et donc j'admire d'abord son courage, le fait qu'elle ait pris sur elle de m'en parler. Ça fait d'elle quelqu'un d'honnête. Parce qu'une autre femme aurait dit non, je peux en parler à tout le monde sauf à lui. Donc je lui ai expliqué les mécanismes de schématisation des hommes. Parce que quand un homme veut quelque chose, il est prêt à déployer tout l'arsenal qu'il faut. Oui, tout à fait. Voyez-vous, une jeune fille qui se laisse déposer par un mec qui, visiblement, ne la drague même pas au téléphone. Et puis, il lui dit un matin, écoute, j'ai un peu de temps, je ne sais pas si tu en as, on peut manger un bout. Et puis, il vous invite, vous allez entre guillemets chez lui, vous trouvez qu'il a fait de la cuisine, il y a du bon vin sur la table, il y a des coupes, du champagne et tout ça. C'est clair que vous allez rêver. Maintenant, l'amour, c'est quelque chose qui fait rêver. Donc, je ne lui en veux pas d'avoir rêvé. Peut-être son manque de lucidité, comme Yvan l'a dit, parce qu'il est quand même difficile, ne vous y trompez pas, de voir un homme un peu comme nous, même si on ne peut pas prétendre avoir réussi, mais d'une certaine catégorie, prétendre n'avoir personne dans sa vie. C'est faux. Peut-être pas d'engagement, mais que tu n'as personne, c'est faux, c'est pas vrai. Il y a forcément quelqu'un à qui vous tenez et qui s'occupe de ranger tout ça, ou alors à défaut, il ment, c'est l'un ou l'autre. C'est pour ça, quand je croise une femme, j'aime bien lui dire que voilà, j'ai ci dans ma vie, je préfère que tu le saches, ça t'arrange, tant mieux. Mais regarde tout ce qui se passe dans le contexte. Est-ce qu'elle ne devrait pas quand même prendre un peu de recul? Oui, elle aurait dû prendre un peu de recul, mais je vous dis, quand une femme commence à trop rêver, et que subitement, ce dont elle rêve se présente, il y a de fortes chances qu'elle y cède facilement. C'est ce qui s'est passé dans son cas. Et c'est fort regrettable. Moi, je dis encore, et je maintiens, je ne centrerai pas le débat aujourd'hui sur la femme. Parce que la victime, c'est bien elle. Il ne faut pas qu'on fasse comme si c'était aussi visible. Elle a choisi d'être victimisée, non, pas du tout. Elle est victime d'un gros mensonge bien organisé. Et il faut que les hommes arrêtent à un moment donné. Elle s'est laissée schématiser. Pourquoi est-ce qu'on sacralise cette histoire-là? N'est-elle pas responsable de ce qu'elle traverse ou de ce qu'elle a vécu? Non, c'est une pauvre victime. Il faut pouvoir la classer dans cette catégorie. Ça n'a pas d'importance, mais ça a une importance parce que la consistance quand même de sa réflexion ou de ses pensées. L'âge n'a pas d'importance dans ces... C'est ça, c'est ce que ça lui expliquer, Yvan. L'âge n'a pas d'importance dans ce contexte particulier. Vraiment, croyez-moi, même une femme de 55 ans pourrait commettre la même bêtise. L'âge n'a pas... rien. Ça n'a rien à y voir. Quand vous êtes animé par certaines hormones, très souvent, ça bloque même la capacité à réfléchir. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que ici, celui qui a plainte, ce n'est pas la jeune dame, non. Elle a cru juste à quelque chose qui n'existait pas. C'est le mec qui se donne tous les moyens, juste pour une chose aussi petite et banale. Vous louez un appartement meublé, vous faites le marché pour la cuisine, vous achetez des vins chers pour quelques minutes de plaisir. Moi, je me dis toujours, mais ça, honnêtement, nous les hommes, on frappe fort quand même. Mais on parle quand même du plaisir, je lui assure. On frappe fort quand même. De quel plaisir? De quel plaisir? On parle quand même du plaisir. De quel plaisir on parle, honnêtement? Ce qui n'est pas important pour vous, peut être ce que je veux dire, c'est qu'au mari, nous accordons trop d'importance au sexe. On ne devrait pas? On ne devrait pas. On devrait accorder 80% de l'importance qui existe dans l'air à la recherche de l'argent et 20% au sexe. C'est ce que je pense. Donc,
La jeune dame a été victime de quelque chose de bien organisé, bien orchestré, malheureusement pour elle. Je suis presque sûr qu'elle ne tombera plus dans ce type de piège. En même temps, c'est très facile de reconnaître un meublé. Yvan Méni, on accorde importance à quelque chose qui n'est pas trop important, le sexe. Joël Arcel estime que cette affaire n'a pas d'importance. Il n'a pas dit que ça n'a pas d'importance. Il n'a pas d'importance. On devrait plutôt accorder 80% à la recherche de l'argent. Il faut chercher l'argent. Et 20% pour le sexe. Il a raison, puisque lorsque vous accordez beaucoup plus de temps à la recherche de l'argent, vous voyez que le sexe, ça vient seul. Les femmes même, ça vient seul également. Ah bon? Bien sûr, les femmes, ça vient seul. Tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête ou quoi que ce soit. Essayez juste de bâtir une vie assez stable, une vie responsable. Vous verrez que les femmes viendront comme des petits bouts de pain en fait. Là, je suis parfaitement d'accord avec Julio. Nous sommes dans un contexte où de plus en plus, d'aucuns accordent beaucoup plus d'importance à la recherche du sexe qu'à la recherche même du développement, même de leur bien-être en fait. Parce que le cas qui vient de mettre sur la table, ce n'est pas un cas anodin. Dans le quartier et autres, on connaît des personnes qui de plus en plus vendent le rêve aux femmes au quotidien. Mais après, c'est aussi une interpellation à ces jeunes filles-là. Parce qu'en fait, ils savent que les jeunes filles au Cameroun aiment bien le bling-bling, aiment le rêve et autres. Mais après, c'est également facile aussi de reconnaître un meublé. Donc, fondamentalement, on n'arrive pas aussi à comprendre comment elle a eu aussi à céder aussi facilement à ce meublé. Mais comme je le précise encore, elle serait tombée sur celui-là qu'elle considérait comme l'homme de sa vie. Son homme, en fait, c'est comme ça. Quand vous sur une femme plaît, vous n'avez même pas le temps de vous questionner sur bon nombre. Pour vous, c'est que j'ai vu ma pointure, j'ai vu ma part, comme on dit trivialement en fait. Donc c'est ça de manière globale. Alors il faut dire que l'oisiveté chez l'homme peut justement conduire à l'amour exagéré justement du sexe. La pauvreté en fait. La pauvreté, voilà, la pauvreté en un seul mot. Question donc d'attirer l'attention de ces jeunes filles. Ne vous laissez pas piéger. Ils sont très nombreux, ces jeunes garçons dans nos grandes métropoles, comme je l'ai dit, prêts à tout faire pour obtenir justement ces petits moments de plaisir. Ils sont prêts à vous vendre le rêve de manière exagérée. Certainement, vous en êtes une victime. La raison, tout simplement, c'est qu'il ne faut plus à l'avenir tomber dans ce genre de pièges. Des pièges aussi enfantins. Yvan Méni, avec vous, votre sujet d'actualité. Alors, mon sujet d'actualité de ce matin, c'est l'histoire d'un homme marié qui est traumatisé. Oui. Traumatisé, pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un stade où il a décidé d'être polygame. Dit-il parce que sa première épouse a commencé à lui donner des maux de tête. Ils sont arrivés à un stade où ils ne se comprenaient plus. Il a donc pris l'engagement de se doter d'une seconde épouse. Il a donc fait la rencontre d'une dame qui est gérante d'une boutique dans une ville très connue également du Cameroun. Il tombe donc sur la dame en question. Ils commencent leur relation amoureuse et autres. Et à un niveau maintenant, la dame qui est gérante d'une boutique lui fait savoir qu'en fait son patron veut commercialiser ou encore veut vendre la boutique dans laquelle elle est en train de travailler. Elle a donc séduit son homme, elle a proposé également à son homme qui était sur le point de l'épouser qu'en fait mon patron veut vendre la boutique dans laquelle je travaille, je te propose donc d'acheter cette boutique-là, ça me permettra de travailler toujours après notre mariage. Il a donc fait une première tranche, une deuxième tranche. Au moment où on fait la troisième tranche pour entrer donc en possession de la dite boutique, il se rend donc compte que la deuxième femme qu'il voulait épouser s'est mariée à un autre homme et c'est sur les réseaux sociaux qu'il a eu cette information-là. Il est donc courroucé, dépassé, il ne sait plus à quel sein se vouer. Julio Arcel, une telle histoire, on vous permet de réagir. J'aurais quand même un mot à dire à la suite. Bien entendu, j'ai très bien écouté l'histoire d'Yvan. Un homme qui au départ, pour me résumer, pour essayer de la résumer, être sûr que je donne le bon conseil ou la bonne position, est exacerbé par le comportement de sa première femme. Tout à fait. Il décide donc de prendre une deuxième femme pour essayer d'équilibrer sa charge émotionnelle. Tout à fait. Ok. Là où je me perds un peu, ça il faut être honnête, sur le premier principe, tout de suite je suis d'accord avec lui. Lorsqu'une femme, la première, crée un déséquilibre dans ta vie, il faut rééquilibrer ça immédiatement. Tout à fait. Et ça ne se rééquilibre qu'en prenant une autre. Donc sur le principe acquis. Maintenant, je voudrais qu'ensemble, on revienne sur la deuxième partie, en rapport avec
l'achat, l'acquisition de la boutique. Oui. Qu'est-ce qui fait problème concrètement là-dedans? Je veux savoir. Ce qui fait problème, c'est qu'il voulait épouser une deuxième femme. Maintenant, elle vient donc lui informer qu'en fait, la boutique où je travaille, mon patron veut vendre cette boutique. Tout à fait. Je te propose donc d'acheter cette boutique-là. Plus tard, lorsqu'on va se marier, je vais continuer à travailler dans la boutique. Tout à fait. Maintenant, plus tard, donc, il fait le premier versement, il fait le deuxième versement. Tout à fait. Au moment où il fait le troisième versement, voilà. Il se rend compte que la femme qu'il voulait épouser comme deuxième femme s'est mariée à un autre homme, en fait. Voilà le Et problème. donc, là où ça fait problème, c'est que le monsieur s'est engagé à acheter la boutique, elle a arrêté, devait revenir à la deuxième femme qui, elle s'est mariée ailleurs. à un autre sans tenir informé à son prétendant. Je ne sais pas s'il faut d'abord questionner la moralité douteuse de la deuxième prétendante, ou alors s'il faut revenir sur le principe acquis, qui est le principe de base. Parce que, à la vérité, moi-même, la mère de mes enfants me disait ça tout le temps. Vous aimez entendre que vous êtes. Mais tu vas tomber sur une là-dehors. Justement. Et elle va te montrer. Bon, Dieu merci, ce n'est pas encore mon cas parce que je ne cherche déjà même pas quelqu'un de... Mais j'avoue que c'est des choses qui arrivent tout le temps. Vous faites le pari, peut-être le bon pour vous, mais sur le mauvais cheval. Donc, le monsieur, aujourd'hui, n'a que ses yeux pour pleurer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quand vous vous faites entuber jusqu'à ce point, est-ce qu'il faut aller ou rentrer, supporter votre deuxième femme, votre première femme que vous n'arriviez plus à supporter, ou alors est-ce qu'il faut tenter une autre expérience? Vous êtes d'accord que les femmes aussi sont assez méticuleuses en matière de schéma? Oui. Les femmes aussi, ça aussi, il faut le dire, quand elles veulent te faire un schéma, surtout quand elles, oui, surtout quand elles découvrent que vous êtes désemparé. C'est-à-dire, vous avez absolument besoin d'elles pour avoir un peu d'équilibre dans votre vie. Elle ayant son bon plan, vous devenez absolument son plan alternatif pour atteindre son bon plan. Tout à fait. Alors, la première des choses, c'est de se démerder comme il peut pour récupérer sa boutique. J'espère qu'il a récupéré sa boutique et que c'est sa boutique à lui, le monsieur, et qu'il l'achetait en son nom, pas au nom de la femme. Vous pensez que ce soit possible? Puisqu'Yvan Ameni dit que la boutique, justement, était en train d'être achetée au nom de la femme. C'est ça qui me gêne un peu. Et il fallait 3 versements pour totalement s'accaparer la boutique et le monsieur était déjà à 2 versements. En même temps aussi, il peut se pourvoir en justice. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. S'il a besoin, s'il pense que c'est nécessaire, il peut se pourvoir en justice. Parce qu'il faisait ça avec un contrat clair. Au moment où elle est mariée, elle continue à travailler dans la même boutique. Tout à fait. Donc, l'objet, le motif qui déclenche l'achat, c'est le mariage et l'occupation d'après mariage. Donc, du coup, elle n'ayant pas rempli les termes de son contrat, même si c'est en train d'être acheté à son compte, encore que il est souvent facile de prouver la source de paiement. C'est souvent très facile à prouver. Même quand on acquiert un bien pour vous, en votre nom, il est facile, quand vous êtes passé par des mécanismes conventionnels, de définir la source de paiement. Maintenant, s'il payait par espèce et qu'il donnait à la fille d'aller payer chez son patron, ça peut encore être compliqué. Mais d'une manière ou d'une autre... Imaginons que ce soit lui-même qui versait de l'argent. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est ce que les femmes ne savent pas. C'est tout à fait toute autre chose. Même si c'est votre nom qui est marqué sur le contrat, c'est tout autre chose. Du moins, il est prouvé que c'est le monsieur qui venait verser à chaque moment. Non. Ça s'appelle la source, l'origine des fonds. Ça compte également en justice. Mais qu'est-ce qui prouve aussi que ce n'est pas vous avez été dans la finance ou dans les litiges, dont l'assurance. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la dame qui donnait de l'argent à son monsieur d'aller verser? Laissez-moi vous dire quelque chose, Romaric. Quand j'étais dans la finance, c'est des cas, il n'y a même pas de jurisprudence en matière. Il y a très peu de cas où une femme donne l'argent à son homme qui va nous payer quelque chose. Quand c'est la femme qui acquiert son bien, au meilleur des cas, vous êtes son chauffeur. Quand elle n'a pas fait les versements, au meilleur des cas, l'argent ne passe en nous, que cas par vous, entre vos mains. Maintenant, quand j'étais dans le monde de la finance et dans le monde des assurances, en l'occurrence pour les sinistres, il arrivait des cas où l'homme assure sa femme. C'est-à-dire qu'il paye les primes mensuelles d'assurance sa femme pour son complément en retraite, au même titre qu'il paye pour lui-même. Mais la femme ayant l'émancipation, étant en âge de toucher son assurance parce qu'elle est à son nom, il arrivait que certaines d'entre elles s'engagent dans des schémas de divorce, espérant quand même toucher la prime d'assurance à l'échéance du contrat. Que le monsieur faisait opposition, même si le contrat est à son nom, on rentrait questionner la source, l'origine des fonds. Et c'est de là où venait l'argent que très souvent on orientait le paiement.
Donc, c'est des mécanismes très faciles à gérer dans les cas d'arbitrage de cette nature-là. Le plus important pour lui, c'est de récupérer sa boutique, Yvan. C'est le conseil ici, nous regarde aujourd'hui, qui récupère sa boutique et qui se disent que la fille... soit sa boutique, soit son argent. Enfin, soit son argent, soit sa boutique, merci même. Et qui se dit surtout que, voilà, le chemin, lui, il est entré, c'est pas bien grave. Autant il aurait pu, parce que lui-même, en même temps aussi, a quelque part schématisé sa femme, il s'est fait schématiser, c'est la vie. À lui de savoir s'il veut se contenter désormais de sa femme unique parce qu'il a eu cette leçon-là, ou alors il peut penser qu'il peut trouver le bonheur en cherchant une autre femme qui, elle, peut être bonne. Yvan Ameni, un cas de déception plurielle comme celui-là, est-ce que finalement le monsieur aura encore le courage de tomber amoureux, de croire au dire des femmes, des jeunes filles? Est-ce que ce sera encore possible pour lui de se remettre avec une autre femme? Alors, déjà, ce que le monsieur doit aussi savoir, c'est qu'en fait, parfois, certaines épreuves qui nous arrivent dans la vie, c'est pour nous transmettre aussi un message. Moi, je pense que dans le cas présent, en début d'année, l'épreuve qui arrive actuellement chez le monsieur en début d'année, c'est une manière, c'est une invite à l'endroit de ce monsieur d'aller rencontrer sa première épouse et de dialoguer avec elle et de trouver des moyens pour pouvoir s'en sortir dans la situation. Parce que parfois c'est un message. On dit souvent dans nos traditions, lorsque le serpent t'a déjà mordu, ne rentre plus parce là-bas. que vous voyez avec la vous le renvoyez encore chez... Justement, ouais, non, avec la deuxième femme, la deuxième femme qu'il envisageait épouser, vous voyez qu'il y a eu problème. Imaginez qu'avec la deuxième femme, ça devient maintenant autre chose. Avec une autre femme qu'il doit certainement rencontrer. On ne lui souhaite pas le pire. Mais sauf qu'il doit essayer en fait de se dire que l'épreuve qui arrive actuellement, c'est pour lui transmettre un message. Parce que parfois, vous avez aussi des soucis avec votre épouse ou encore avec votre compagne ou encore avec votre fiancé. Et vous pensez que non, la solution automatiquement, c'est d'aller chercher le second bureau. Pourtant, parfois aussi, il y a une autre solution en amont, c'est le dialogue tout simplement, de communiquer. Même les Saintes Écritures nous rappellent chaque jour, quand vous êtes dans la relation ensemble, il faut dialoguer, il faut communiquer. On se rend compte que dans certains couples, lorsque parfois il y a des problèmes, on ne prend pas le soin de communiquer efficacement. C'est quand vous arrivez au stade où la communication n'est plus efficiente, n'est plus un repas quotidien dans votre relation amoureuse, avant que vous pouvez vous dire qu'en fait, on peut donc prendre la demande d'aller chercher une autre compagne. Et quand bien même vous partez chercher directement une autre compagne, ne venez pas directement vous brandisser le mariage comme ça à certaines femmes. Parce que les femmes sont là dehors. Elles n'attendent que ça. Elles n'attendent que ça. Que vous venez là vous dire que vraiment je vais t'épouser et autres en fait. Et c'est ça le véritable souci. Il est tombé sur la dame en question. Il a brandi directement la dame que je vais t'épouser. Je suis là parce que c'est le mariage et autres. Puisque c'est d'abord un mot que les hommes prononcent rarement, vous le savez, c'est rarement les hommes vont vous dire que je vais vous épouser, je vais te mettre à la maison et autres en fait. Quand vous venez donc devant certaines femmes et que vous les dites qu'en fait, je suis là, c'est le mariage qui m'envoie, je vais t'épouser et autres. Il y a donc des femmes qui peuvent donc user de cette naïveté pour davantage vous escroquer. Et comme je l'ai dit, c'est de l'escroquerie tout simplement, mais il doit également aussi être assez sage, être suffisamment sage, parce qu'il y a des femmes dehors qui n'attendent que ça et elles vont davantage profiter de votre message, tout simplement. Très bien. Et comme les Camerounais également ont profité du message adressé par Longuet Longuet pour donner chacun à son niveau son avis autour de ce message-là, c'est une dérive morale de trop qui en tout cas interroge la quiétude de plus d'un. On va prendre une légère transition, on revient juste derrière pour en parler dans le cadre de la rubrique. On en parle là tout de suite. On l'a vu dans les réseaux sociaux, Longuet Longuet qui actuellement
installé en France, faire une vidéo. Il a rendu public cette vidéo. Il dit d'ailleurs qu'un seul Bamileke vaut Dinkwa. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, Ivan Meni. Vous avez choisi d'en parler sur le plateau d'Horizon Midi ce matin. Alors, il faut d'abord dire que ce matin, on doit d'abord rappeler à certains Camerounais, lorsqu'on est une personnalité publique, en pays bantou, il y a ce qu'on appelle le droit ou encore l'obligation de réserve. Tout à fait. Lorsqu'on est journaliste, lorsqu'on est artiste musicien, lorsqu'on est blogueur, lorsqu'on est homme politique, lorsqu'on est chef de l'État, lorsqu'on pratique des métiers au quotidien où on utilise notre personnalité au service du public, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Donc la sortie de Longuet Longuet, elle est extrêmement, très grave même d'ailleurs. On ne peut pas être un artiste de la trame de Longuet Longuet, un artiste très connu sur le plan international, et qu'on vienne sortir une dérive aussi incendiaire, et chose pire même encore, non seulement elle est incendiaire, ça ne veut rien dire. Quelle est l'unité de mesure où on prend le Bamileke et le Nkwa pour les mettre sur la balance pour dire que un Bamileke vaut Dinkwa? C'est extrêmement grave ce Donc, qu'il a eu à c'est dire. quoi? Ça ne veut rien dire en fait, c'est ce que je suis en train de remettre sur la table. En Bamileke, est-ce qu'il y a une expression quoi, en Bamileke veut dire quoi? En Bétine, quoi, veut dire quoi? C'est ça le véritable souci en fait. Donc nous sommes totalement, on s'inscrit en faux sur la sortie de l'artiste Longuet Longuet. Nous pensons que dans le contexte actuel, ce type de dérive, les médias que nous sommes, on doit davantage sensibiliser la population camerounaise et de savoir qu'en fait nous sommes dans un contexte assez compliqué, assez particulier avec l'élection présidentielle qui arrive, les régionales aussi qui arrivent. De tels discours viennent de plus en plus, non seulement pour distraire les Camerounais et pour s'aimer de la haine dans le cœur des Camerounais. Pourtant, au fond, on n'a pas de problème. Les Camerounais, les Bassa, les Bétis et autres, on n'a pas de problème. On travaille ensemble, on mutualise nos efforts ensemble. Le Cameroun qu'on aimerait développer demain, c'est un Cameroun où on doit davantage converger vers les mêmes idées. Quand vous allez au marché pour acheter la tomate, est-ce que vous demandez si c'est un Béti ou un Bayangam qui est en train de vous commercialiser la tomate? Dans la sortie de Longuet Longuet, elle n'est pas à sa place, elle est à condamner également. Jules Saint-Job, c'est une dérive de trop qui vient malheureusement s'inscrire parmi tant d'autres. Ici, on convoque le caractère tribal de l'homme qui en tout cas semble l'habiter depuis la nuit des temps, après la fessée historique qu'il aurait certainement reçue ici au Cameroun. Il a décidé d'aller s'installer en France et il pollue l'air avec des attitudes comme ceux qu'on sait à quoi on assiste via les réseaux sociaux. Est-ce que finalement Longuet Longuet n'est pas manipulé ici? Manipulé, je ne pense pas. Il est assez conscient de ce qu'il fait. Instable, par contre, peut-être. C'est pas trop brut. Quand on parle de dérive, je voudrais savoir, dérive par rapport à qui? Ceux qui l'acclament ou celui qui l'a dit? Celui qui l'a dit ne peut pas être normal. Ça, d'office, il faut partir de ce principe. Je suis de ceux qui pensent que Longuet Longuet a commencé à péter un câble, à péter un plomb, il y a de cela quelques années, entre son traumatisme de la prison et tout ce qu'on soupçonne qu'il a ou qu'il aurait subi là-bas, et son retour au pays, puis sa retorture, ses compagnies de 2018 et autres. Non, je suis de ceux qui pensent qu'il a perdu la raison depuis très longtemps. On l'a vu sur une chaîne de télévision française, TV5 pour ne pas la citer, oui. Il semblait avoir tous ses sens. TV5 Monde a l'habitude d'inviter même des fous. Ça, c'est leur particularité. C'est un média d'influence. Donc, du coup, quand ils recherchent quelque chose en particulier, il leur traverse souvent à l'esprit. Regarde les dérives dans lesquelles tout à fait. Il arrive souvent encore que c'est eux-mêmes non à l'abri de certains. Voilà. Donc, on se souvient encore de ce qu'ils ont fait avec l'image du Cameroun. Tout à fait. Donc, vous estimez que les fous ne peuvent que inviter des fous? Non, je dis que comme c'est un média d'influence, en lui, il passe d'un média de masse. Quand ils veulent manipuler l'opinion quelque part, ils savent sur quel levier appuyer. Il en est de même pour ceux qui utilisent Longuet Longuet. Quand ils veulent activer quelque chose de nature à choquer la société, ils appuient simplement une touche sur lui et ils lâchent une de ces conneries comme il en a l'habitude. Quand vous connaissez qui est Longuet Longuet, vraiment, ce qu'il déclare n'a plus d'importance. Je ne sais même pas comment on arrive encore à le classer parmi les personnalités. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'un fou. Ce qu'il reste à Longuet Longuet, c'est qu'il se déshabille officiellement, parce qu'officiellement, il se déshabille tout le temps. Donc, ce qu'il dit ne devrait même pas faire l'objet d'une attention particulière. Maintenant, revenons sur la déclaration en elle-même et ceux qui l'approuvent. Yvan a assez clairement donné une position républicaine. Tout à fait.
plein ceux qui relaissent simplement en se vantant. Yvan, souvenez-vous encore, et souvenez-vous encore, je le disais sur le plateau, qu'à une certaine époque, et moi parfois je comprends même les Bamlékés, à une certaine époque, quand on vous disait Bamléké, on vous appelait Bamléké, on vous insultait. Mais je l'ai vécu moi-même dans ma famille, du côté Bassa. Quand on voulait m'insulter, on disait Bamléké. Je vous assure. Donc aujourd'hui, qui sont conscients, qui représentent une certaine force, et que Bamléké est devenu plutôt une fierté, ils en abusent. Et le Bami Power est une construction qui existe et qui est vraie. Ce sentiment de la pensée unique que le peuple bamléké veut imposer au Cameroun est vrai. C'est une pratique qui existe, qui a d'ailleurs été plantée, sémée, il y a très longtemps, dès les années 1987 par Monseigneur Dormo. C'est quelque chose qui était en préparation. Ça existe, c'est vrai, c'est réel. Le peuple bamléké veut la suprématie sur tous les autres peuples. Mais ce ne serait même pas un problème si ça se faisait dans les règles de l'art. Ça se fait dans notre cas, dans l'imposition de la pratique et la tricherie. C'est là où ça me gêne un peu. Je parle de mon peuple, figurez-vous. C'est là où ça me gêne un peu. Non. Il faut qu'on joue dans les règles franches. Ça veut dire que si le peuple bamléké veut absolument s'imposer comme peuple absolu et puissant au Cameroun, qu'il permette que les autres aient la même ambition, la même volonté et respectent également le désir des autres de s'affirmer, sans tricher, sans imposer quoi que ce soit aux autres. Donc du coup, les artistes aujourd'hui sont sous pression dans la diaspora. Vous ne faites pas l'éloge des Bamlékés, vous n'avez pas de spectacle. Ceux que vous avez à décrocher sont tout de suite sabordés, gâtés. Vous ne prestez pas et vous mourrez de faim. Alors, pour pouvoir vivre en Europe aujourd'hui, quand vous êtes un artiste, vous faites quoi? Vous chantez l'éloge du peuple bamléké. Et c'est ce que le peuple bamléké veut faire à tous les niveaux de la société, dans tous les secteurs. Quand vous ne chantez pas leur gloire, vous êtes mis en mal. On sait tous que les premiers tribalistes de ce pays, c'est nos frères bamlékés. Mais ils vous imposent de ne pas en parler. Parce que à partir du moment où vous en parlez, vous devenez la cible à battre. C'est eux qui ont les médias. C'est eux qui ont les médias conventionnels, non classiques. C'est eux qui ont les médias sociaux. C'est eux qui ont les influenceurs. Osez dire que le peuple bamléké est le premier peuple tribaliste au Cameroun et vous êtes mort. Pourtant, c'est vrai. Vous attendez à mourir? Non, je suis bamléké, ils ne me tueront pas. Ah d'accord. Donc je peux le dire. C'est une autre particularité chez eux, ils ne tuent pas leurs frères. D'accord. Yvan Méni, est-ce que finalement, on ne doit pas craindre de ce qu'à l'avenir, de telles positions, est-ce que de telles sorties ne viseront pas à segmenter, à dissocier justement, je préfère parler des Camerounais, ce caractère tribal mis en place par Longuet. On se demande qu'est-ce qu'il recherche dans le fond finalement. Il faut d'abord dire que le caractère de Longuet, c'est même plus tribal, c'est un caractère tribaliste en fait, parce que la tribalité, c'est le fait pour vous d'être fier de votre tribu. Vous êtes Béti, vous êtes fier d'être Béti, oui. Vous êtes Bamléké, vous êtes fier d'être Bamléké, vous êtes soudano-sahélien, vous êtes fier d'être soudano-sahélien. Mais ce que Longuet est en train de faire, il veut ériger le peuple bamléké à un niveau de suprématie par le tribalisme. Je lui harcèle la chose n'est pas normale. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes quand même un peu fiers parce qu'il y a quand même une jeunesse bamléké qui est en train de lutter contre certains clivages. Vous savez que mon frère Julio, il ne va pas me le démentir. Il y a eu même des clivages entre bamléké et bamléké. Il y a des mariages même qui entre bamléké étaient interdits dans la société bamléké. C'est une vérité. Donc vous êtes par exemple Bafang. Vous ne pouvez pas on vous interdit d'épouser une fille Tchang. Oui, par exemple. Par exemple, ça existait dans la société bamléké. On doit même le dire à nos téléspectateurs qui regardent l'émission aujourd'hui. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, il y a quand même une jeunesse bamléké qui a tourné le dos à ces bêtises. À ces pratiques-là. À ces bêtises, parce qu'il faut le dire. Parce qu'un parent va vous dire, j'avais eu un problème avec un Tchang. Vraiment, il ne veut plus que dans ma maison, on épousait les Tchang. Et c'est ça que Longuet veut mettre sur la table aujourd'hui. Qu'un bamléké va dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les Bamlékés sont nés à la naissance avec les quincailleries à la main. Les Bamlékés sont nés avec, je ne sais pas, les parfumeries et autre chose en fait. Aujourd'hui, on veut davantage transmettre un certain message aux Camerounais. C'est une chose qui est totalement fausse. Les Camerounais ont les mêmes facultés mentales et intellectuelles pour investir dans tous les domaines du monde. Il y a les médias également qui sont pilotés par les Bassa et qui marchent très bien. Qu'on sorte avec ces affaires de que les Bamlékés ont pris ceci, ils ont pris cela. Ça nous perd plutôt le temps. Parce qu'après, lorsqu'on va s'asseoir, on a les difficultés communes. Les coupures de courant électrique, là, ça trie Bamléké, ça trie Béti, ça trie soudano-sahélien, l'augmentation du prix de l'huile raffinée au marché, est-ce que ça trie? À un moment donné, qu'on se mette ensemble
on converge tous ensemble vers les mêmes idées et qu'on arrête de mettre sur la table des idées le volet tribal, le volet de la culture et autres en fait. Il y a déjà vous causez avec eux un peu. Chez nous les Bamileke, lorsqu'on est une personnalité publique, lorsqu'on s'exprime en public, il y a des attitudes qu'on n'adopte pas. Même si vous êtes Bamileke, vous êtes en train de causer en public, on n'utilise pas les termes du genre chez nous les Bamileke, chez nous les Bafans, chez nous les... Parce que c'est vide de sens en fait. Il n'y a aucun paramètre scientifique qui viendra pour expliquer ces éléments-là. Et vous êtes dans une société où il y a plus de 200 ethnies et nous sommes appelés à vivre ainsi ensemble. Et que Longuet arrête de prendre ses expériences personnelles pour les ériger en expérience globale. C'est pas parce qu'un Bamileke t'a tendu la main que tu viendras pour dire que parce que quand tu as été affligé, peut-être tes frères de ton village ne t'ont pas aidé et que certains Bamileke ont eu à te tendre la main, tu viens maintenant pour parler au nom du peuple Bamileke. Chose qui est fausse. Quand il était dans qui sont les personnes qui l'ont aidé, ce n'est pas les boulous. Le pouvoir de Yaoundé qui l'a sorti de prison en France et tout le reste. Et le souci aujourd'hui, il veut ignorer. Il faut qu'il arrête un bipolaire qui l'a aidé. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit que dans ces moments de déboire, les Bamileke l'ont beaucoup plus aidé. Le pouvoir de Yaoundé qui a aidé Longuet, essentiellement les boulous. Je ne sais pas si dans la vie... Les écames, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si dans la vie... C'est pas eux qui l'ont aidé. Lorsqu'on est une personne... Lorsqu'on est personnalité publique, on ne quantifie pas une aide. Même en entreprise, lorsqu'on s'assoit, on ne vient pas pour dire que... On ne les mentionne même pas ces aides-là. Telle personne m'a beaucoup plus aidé. Puisque ce sont des messages, des mots qui de plus en plus frisent dans la société. Et ça fait que ça vous décrédibilise. Je voudrais quand même poser la question à Gilo. Est-ce qu'il faut s'attendre à un impact d'un tel discours? Nous sommes quand même dans une période assez sensible. La vérité, c'est que ça frustre toujours, Omaric, d'une manière ou d'une autre. Il n'est plaisant pour personne d'apprendre qu'il vaut 10 fois moins quelqu'un d'autre qui est en face de lui. Ça, c'est lorsque juste parce qu'il y a un tracé géographique qui nous a été imposé par le colon. C'est-à-dire, on suppose que l'Ouest, c'est les Bamileke. Et donc, un tracé, une ligne imaginaire. Quelqu'un qui est juste à côté, là, qui lui est du centre, parce qu'ils partagent une frontière avec le centre, une autre avec le littoral, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Alors, un enfant qui est né en transit, c'est-à-dire entre la frontière, qui est à la fois et Bamileke, lui, il est quoi? Sa valeur, c'est quoi? 5 fois? Je suppose qu'on divise. Non, donc du coup, ça choque, ça frustre. Et ce n'est pas de nature à consolider la cohésion que nous cherchons. Mais comme j'aime le dire, tout ça, c'est la résultante de notre gouvernance. Et quand je dis que le régime m'énerve, c'est à cause des choses comme ça. Tu vois, c'est que, en fait, le régime n'a fabriqué que des petits longueurs partout. Des gens qui, par désespoir ou par abus de certaines pratiques, ont fini par devenir fous. Ça, c'est le résultat du régime de Paul Biya et de tout le reste. Je vous assure, ça, il faut le dire en toute franchise, ce régime m'énerve à un niveau. Peut-être on peut l'affirmer au regard justement du silence qui prévaut au sein de ce gouvernement. Après de telles sorties, on ne voit pas... Par contre, il va de soi naturellement que si Longuet, et encore j'espère qu'il n'a pas prévu remettre les pieds au pays, il va de soi que s'il remet les pieds au pays, notre constitution condamne des faits d'exacerbation tribale de cette nature. Tout à fait. Il sera interpellé tout de suite, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Yvan Ameni, finalement, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il n'y a pas des réglementations en vigueur qui permettent à ce qu'on puisse appliquer cela vis-à-vis de l'individu en question? Parce que tenir quand même un tel discours dans une période aussi sensible nécessite qu'on prenne des mesures. Justement, normalement, en principe, il doit être interpellé. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne réside plus au Cameroun. Et au-delà même de l'interpellation par les pouvoirs publics ou encore par le pouvoir judiciaire, il faudrait également que ce matin, on rappelle également aussi aux parents. Parce que le tribalisme aussi, ça commence en famille. Hein. Je vous ai pris un exemple simple. Tout à fait. Le tribalisme dans la société camerounaise commence d'abord en famille. Parce qu'il y a des parents qui vous disent, dans ma maison, je ne veux pas le Bamileke. Il y a aussi des parents aussi comme ça qui disent que maman, mes enfants doivent pas épouser le Bamileke. Il y a des parents qui vous disent que je ne veux pas que tu épouses un Béti et autres en fait. Je pense que nos parents, on doit s'adresser à nos parents ce matin. Les frustrations que vous avez vécues dans vos vies, ne venez plus les introduire dans la vie des Camerounais d'aujourd'hui. Le Cameroun d'aujourd'hui a besoin du Béti, du Sawa, du Soudano-Sahélien, de l'anglophone, de toutes ces fédérations-là qui de plus en plus consolident l'unité nationale pour faire avancer le pays. Moi, je ne peux pas compter le nombre de fois qu'un Bassa a eu à m'aider. Je ne peux pas compter le nombre de fois qu'un Béti a eu à m'aider.
les entretiens d'embauche que j'ai eu à faire dans ma modeste vie, on ne m'a jamais demandé si je suis Bamileke ou si vous appartenez à quoi que ce soit. Tout à fait. On doit s'éloigner de ces clivages-là et converger vers une unité nationale parce que le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour évoluer et qu'on sorte de ce carcan-là. Et ce que je lui ai mis sur la table est très pertinent. Aujourd'hui, il y a les Bamileke qui font les enfants avec les bêtis. Tout à fait. Bon, maintenant, si on revient sur la sortie longueur, qu'un Bamileke vaut dire quoi? Si je fais mon enfant demain avec une fille bêtis, dans ce cas, c'est combien? C'est 5% et 10% et autres en fait. Lorsqu'on est une personnalité publique, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Parce que vous êtes considéré être comme un exemple et non être comme celui-là qui crée des problèmes dans la société. Vous êtes considéré comme des personnes qui apportent des solutions face à ce qui doit davantage évoluer dans la société camerounaise. Longueur, il le fait. Pourtant le même gouvernement qui nous gouverne en fait n'est pas appelé également. Vous voyez que le même gouvernement qui nous gouverne au quotidien ne pratique pas ce que Longueur est en train de dire. Au Cameroun, on a des ministres Betty, on a des ministres Bamileke, on a des ministres Bassa et autres en fait. Peu de ce clivage-là, parce que ça nous perd le temps, on a des problèmes plus urgents que ça. Julien Arcel, essayons de s'adresser un temps soit peu à ceux qui occupent la place, je veux dire, le récepteur d'un tel message. Je parle par exemple de ces amoureux des réseaux sociaux qui reçoivent un tel message. Il faut quand même leur dire quelque chose. Vous avez tout de suite abordé cette question en parlant justement de l'impact négatif que de tels propos peut avoir en cette période électorale, mais à ceux qui reçoivent un tel message, quelle est l'attitude à adopter? Est-ce qu'il faut fermer les yeux, écouter dans l'oreille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous l'ai dit, le souci avec justement ce type de sortie de Longueur, c'est ceux qui les relaient. Oui. Je vois d'ailleurs dans cette vidéo des gens acclamer derrière quand il dit que Bamileke vous dit qu'il y a des gens qui acclament derrière, qui sont contents. Je me dis, mais ils ont un sérieux problème. Moi-même, Bamileke, si on me dit tu vaux 10 bêtis, je vous dirais arrêtez ça tout de suite. Sur la base de quoi je voudrais 10 bêtis? Sur la base de quoi je voudrais 10 étonnes? Sur la base de quoi je voudrais 10 pygmées? Non, absolument, il faut arrêter. Ceux qui commencent par acclamer une telle folie qui constitue le problème. On sait officiellement que Longueur, lui, est fou. C'est ceux qui accompagnent sa folie qui m'inquiètent pour le Cameroun dans le contexte actuel. Ceux qui relaient, parce que là encore, il y a d'énormes soutiens, toujours entre guillemets, Bamileke, qui relaie ça avec une fierté incroyable. Mais c'est là où il y a tout le problème. Vous voyez donc que nous avons nous-mêmes gâté notre propre vie. Et je crains fort que le prochain problème du Cameroun soit essentiellement tribal. C'est-à-dire que le prochain problème du Cameroun ne soit pas tribal même dans son sens le plus large, mais qu'il soit un problème Bamileke, où tous les autres n'en auront qu'après eux pour remettre la balance à l'équilibre, pour remettre la balle au centre. Parce que ce peuple est en train de vouloir creuser l'écart à un niveau abusif en méprisant et en piétinant toutes les autres règles établies, que ça créera forcément une révolte plus tard, que les autres veuillent rééquilibrer la balance. Tout à fait. Et là, ça pourrait être le prochain problème. Ce fameux problème Bamileke et le Bami Power. Ivan Ameni, est-ce que vous avez un mot à adresser à ces Camerounais qui restent davantage focalisés relativement à tout ce que nous connaissons prévu pour le mois d'octobre 2025? Est-ce que vous avez un mot à adresser à ceux-là? Est-ce qu'ils doivent rester focalisés ou alors s'intéresser à ce genre de sortie? Déjà, ce qu'ils doivent savoir, c'est que en même temps, nous sommes exactement le 7 janvier 2025. C'est le moment pour vous de suivre les personnes responsables, pas des personnes qui vont vous perdre le temps. Des modèles. Que les sorties de Longueur, ça nous perd le temps. Parce que le temps de continuer à parler de la sortie Longueur, on oublie qu'il y a les nids d'oiseaux, les nids de poules du côté de Mélène. En fait. On oublie que les artistes camerounais n'ont pas de statut. On oublie que l'augmentation du prix du carburant qui est arrivée au Cameroun en février 2024 et qu'aujourd'hui nous sommes en janvier, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement qui avaient été promises par le gouvernement, que même dans le secteur privé il y aura des mesures d'accompagnement. Donc on nous éloigne de l'essentiel en fait. Et Longueur il n'est pas commandé ou crédité, il est instable. Simplement. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas s'asseoir à Mondo Vision et dire qu'un Bamileke vaut dire quoi. Je ne pense pas que pour gouverner le Cameroun, on a besoin uniquement d'une seule tribu. C'est vague. Quand vous voulez construire votre chantier, quand vous voulez fonder votre entreprise, vous avez besoin de toutes
les composantes sociologiques, toutes les composantes ethniques, Tout pour à fait. davantage faire avancer votre projet. Et quand maintenant, vous êtes un artiste, un musicien, regardez le nombre de personnes qui suivent, le nombre de personnes qui suivent au quotidien Longuet Longuet. Longuet Longuet, quand même, c'est un artiste très connu au Cameroun. Tout à fait. Qu'ils viennent quand même assortir de telles bévues, en fait. Lorsqu'on est artiste, lorsqu'on sort pour faire certaines sorties, il faut faire des sorties qui convergent dans le même sens des préoccupations quotidiennes du peuple. C'est pourquoi la sortie de Longuet Longuet de Petit Pays, c'est aller à l'endroit de bon nombre de Camerounais. Parce que ce qu'il disait, c'est clair. Quand Petit Pays a dit qu'aujourd'hui on se compare à Centrafrique, mais c'est vrai. Aujourd'hui, le Cameroun se compare effectivement. Il a également dit que nous sommes un peuple maudit. Hein. Non, c'est clair. Lorsqu'il a dit de telles expressions, on n'a pas de route, c'est compliqué, autre en fait. C'est ce qui est palpable, c'est ce qui est vécu par bon nombre de Camerounais. Mais venir maintenant à dire que un Bamileke vaut dire quoi? Peut-être il y a des Bamileke que c'est les bêtises qui ont changé leur vie. Il y a des Bamileke qui travaillent aujourd'hui, c'est un bastard qui les a tendu la main. Tant de choses en fait. On n'a pas besoin de ce type de sortie actuellement parce que ça vient pour nous distraire. Suivez plutôt les Camerounais qui de plus en plus présentent les souffrances quotidiennes dans lesquelles vous vivez et qui proposent également des pistes de solutions pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations à l'horizon 2026 en fait. On l'a longtemps dit, hein, Ivan Ménich, au-delà de l'instabilité même de l'homme, Longuet Longuet, au-delà de sa folie, il faut dire que c'est quelqu'un qui semble ne même pas savoir comment, qui semble même pas connaître comment écrire son nom. Je pense qu'on a livré Longuet Longuet à un jeu il y a quelques années aujourd'hui, où on lui a présenté son nom, il était incapable de le reconnaître. Donc de telles personnes, je crois qu'ils ne sont pas assez crédibles à déposer une confiance en de telles personnes, nous rend soi-même assez ridicule. Aujourd'hui, il séjourne en France. On se pose bien la question de savoir pourquoi ne pas revenir au Cameroun et mener ce grand combat que les jeunes, que la jeunesse essaye de mener afin de ressortir justement de cette auberge qu'il a maintenu captif pendant plusieurs décennies aujourd'hui. Pourquoi s'exiler et aller tenir de tels propos outre-mer, des propos assez dissociatifs? On se pose néanmoins la question, mesdames, messieurs, il est exactement 11 h dans ce studio. On prend la publicité, on se retrouve juste derrière. Situé en plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Tizangé, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouaïmassa, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Au moment où la formation professionnelle devient de plus en plus une évidence au Cameroun et en Afrique, il existe de nos jours une plénitude de centres de formation qui naissent et qui parfois ne respectent aucune norme en termes la direction de la Corée du Nord avec Kim Jong-un. Il fait d'ailleurs une revendication assez cruciale et même importante. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement, Gilles Arcel Job?
Il s'agit du lancement d'un missile hypersonique, pour la précision. Missile hypersonique pourrait parcourir 1500 km. Et il faut rappeler que c'est une technologie possédée jusqu'ici uniquement par les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. On s'interroge sur les possibilités technologiques de la Corée du Nord. Kim Jong-un revendique le tir d'un missile qui a pour but de dissuader ses potentiels rivaux dans un contexte où le secrétaire d'État américain est en visite à Séoul, la Corée du Nord, du Sud voisine. À quelques jours seulement de l'investiture de Donald Trump, je vous laisse à chacun se faire sa petite idée de ce que nous prépare Kim Jong-un avec l'arrivée de Donald Trump. Kim Jong-un revendique, n'est-ce pas, le tir d'une missile hypersonique. La question a été bien posée par Julius Job. Pourquoi seulement en janvier 2025, lorsqu'on connaît la position de Donald Trump actuellement avec les États-Unis, lorsqu'on reconnaît la relation entre la Corée du Nord et les États-Unis? Tout à fait. Dans un contexte où, je dis encore, le secrétaire d'État américain est en visite à Séoul. À Séoul. Justement, c'est dans un contexte assez particulier. Et vous voyez bien la distance, près de 1500 km. Tout à fait. Moi, je suis resté un jour quand j'analysais les différents pays qui possèdent ces missiles et autres, en fait. Et je me suis dit que je pense que l'une des résolutions, c'est qu'on réussit tout simplement ces missiles-là à ces pays. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce que si un jour, on nous annonce qu'il y a une troisième guerre mondiale, ça sera l'hécatombe de l'hécatombe, en fait. Donc, il y a des pays qui ne vont même plus exister. On vous dit qu'on prend un missile, on teste en mer, ça va à près de 1000 km. Là, c'est en mer. Imaginez si on prend ce missile pour tester sur la Terre. Donc, nous sommes en train de vivre dans un contexte où il y a des pays qui ont l'avenir de certains pays. Donc, moi, je pense plutôt que 2025, en principe, devrait être une année pour ces pays de s'asseoir et de se dire qu'en fait, ce qu'on garde là, c'est dangereux. Non seulement c'est dangereux pour nous, mais c'est très dangereux aussi pour les autres pays. Parce que le jour qu'il y aura une certaine dérive sur le plan international, ça sera terrible. Ça ne sera pas le conflit russo-ukrainien, ça ne sera pas le conflit du Rwanda et du Congo. Ça ne sera plus ça en fait. Ça sera une affaire plus grave que ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec ces États-là. C'est très compliqué ce qui est en train de se passer. Moi, je me focalise beaucoup plus vers les conséquences, ce que ça peut endurer. De là, on lui viendra avec la gestion pacifique. Mais on se rend compte que nous sommes à un stade où certains pays ne veulent même plus fonctionner sur la base des accords pacifiques. Il y a des pays qui veulent être indépendants. Il y a des pays qui se disent qu'en fait, si vous avez tel missile, nous également aussi, on aimerait bien avoir ces missiles et autres. Et imaginez qu'on vive dans un contexte où presque tous les pays du monde entier ont ces missiles. Quelles conséquences ça peut engendrer en fait? Au-delà même, avant de parler par exemple de ces conséquences à Ivan Meni, permettez-moi un peu de relancer Julio Arcel, parce qu'il n'y a que ces missiles hypersoniques vont très vite. Ce sont des éléments qui vont à grande vitesse, parfois difficiles de se faire intercepter. Tout à fait. Mais la question est celle de savoir quel est l'intérêt de Kim Jong-un justement à vouloir utiliser ces missiles. Parce que jusqu'ici, on reconnaît quand même que le leader des États-Unis est le patron à un certain nombre de choses. Est-ce que finalement Kim Jong, le dirigeant de la Corée du Nord, veut s'imposer sur le plan de l'armement? Est-ce qu'il veut justement se faire plus grand? Qu'est-ce qu'il recherche? Quel est l'intérêt pour lui de faire usage de cette missile-là? Alors, Marie, pour la petite précision, il faut rappeler qu'il a supervisé lui-même en personne, Kim Jong-un, le tir de ce missile-là, en compagnie de sa fille Adolescente, Joa, qu'on connaît tous, et d'ailleurs qui est présentée comme la potentielle, si cela devait arriver, dirigeante de la Corée du Nord. Alors, c'est le royaume. Tout à fait. Je lis les déclarations du Kim Jong-un pour qu'on comprenne très bien l'objectif. Il a déclaré lundi, ce missile basilic hypersonique a pour but ou est destiné à renforcer progressivement la dissuasion nucléaire de la Corée du Nord. Il n'envisage pas, selon lui, employer ces missiles. Mais il est question que les géants du monde sachent que ces missiles sont présents. Et qu'ils existent bel et bien. Voilà. Et donc on arrête de parler toutefois... Et surtout que les manœuvres qu'il observe en Corée du Sud, voisine, entre la visite du secrétaire d'État américain, le renforcement de leur présence, ces Américains, en Corée du Sud voisine, il est bien pour lui, Kim Jong-un, de passer le message à ses voisins que dans la mesure où les États-Unis d'Amérique seraient en train de vous aider à acquérir un armement potentiellement rival au nôtre, il faudrait que vous sachiez quand même que j'ai un missile basilic hypersonique qui pourrait raser votre Corée du Sud
en moins de 3 minutes. C'est dans ce sens-là qu'il s'inscrit le dirigeant nord-coréen, même si j'estime modestement, ma foi, que la Corée du Nord a mieux à faire que la course à l'armement. Je vois mal la Corée du Sud voisine oudiller un plan pour venir détruire la Corée du Nord. Je pense plus à l'inverse en termes de possibilités. Et donc, la Corée du Nord devrait en principe, selon moi, plus se concentrer sur les questions de développement. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de pression? Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de pression pour la Corée du Nord? Justement, vous faites la pression à qui? Vous avez les États-Unis, vous parce faites qu'on pas la connaît ces pression sanctions économiques. Vous ne faites pas la pression à un État qui a plus de 250 têtes nucléaires, alors que vous en avez peut-être 10 ou 12. Donc, je ne vois pas du tout le motif. La pression, ce qui, en brandissant la menace de raser la Corée du Sud voisine, peut-être. Oui. Sauf qu'en termes de capacité, la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique, c'est du 100 contre 1. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de poids. Yvan Menny, est-ce que quelque part ici, au-delà même de la volonté de dissuader, comme le Harcel Job nous l'a si bien dit, est-ce qu'il ne se cache pas la volonté pour Kim Jong d'obtenir des choses par voie de force? Quand on pense également à cette sanction économique qui pèse entre ces États-là, est-ce que l'utilisation ou alors le fait de donner l'information à ces grandes puissances de l'existence de cette missile hypersonique en terre coréenne, je veux parler de la Corée du Nord, est-ce que cela ne devrait pas faire pression sur d'autres États et donner justement à la Corée du Nord de se faire un peu de beurre quand ils veulent? Oui, justement, c'est aussi quelque part l'un des éléments qu'on peut remettre sur la table. Mais sauf que de manière globale, la Corée du Nord ne va jamais se déranger face à la Corée du Sud. C'est un peu comme le conflit russo-ukrainien. C'est l'Ukraine qui est déstabilisée en Russie. On voit comment les Camerounais voyagent chaque jour pour aller en Russie. S'il y avait une instabilité du côté de la Russie, c'est que même nos amis et frères qui sont du côté de la Russie n'allaient pas se déplacer pour aller de ce côté-là. On pourrait donc croire qu'en fait la Corée du Nord est en train de passer également un message à la communauté internationale. Qu'en fait, comme les États-Unis viennent pour vous rendre visite, il faudrait bien que vous sachiez qu'en fait, nous sommes donc prêts. Mais sauf qu'en même temps, la Corée du Nord est dans une logique où elle s'en fout un peu de bon nombre de choses. Encore un pays qui a été sur embargo, un pays qui n'a pas ratifié bon nombre d'accords avec plusieurs pays sur le plan international. Eux, ils s'en foutent. Ils estiment qu'ils convergent leurs économies sur le développement de leur population et ils sont focalisés sur une à outrance, parce qu'il faut dire que là-bas c'est la dictature à outrance, ce n'est même plus la dictature vraiment moderne et autre en fait, c'est une dictature vraiment à outrance, ils sont repliés sur eux-mêmes, c'est d'ailleurs l'un des pays les plus homophobes dans le monde entier. Vous n'allez pas trop voir les Africains aller du côté de la Corée du Nord pour se débrouiller ou encore pour se battre ou pour quoi que ce soit, mais sauf que je reviens encore à ce que je remets sur la table. Parce que les conséquences avec ces missiles, c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. Or, aujourd'hui, c'est devenu comme l'opium de certains pays. Donc, aujourd'hui, on quantifie la puissance de certains pays avec ces missiles. Tout à fait. C'est banal. Comment vous pouvez avoir ces missiles et que dans votre pays, les gens sont mal payés, les populations souffrent, les populations ont encore les problèmes primaires? Parce que la Corée du Nord, c'est un pays où les populations rencontrent encore des problèmes primaires. Sauf que c'est une information que la Corée du Nord semble justement cachée. D'ores et déjà donner Julio, à l'ensemble de ses adversaires, notamment la Corée du Sud, comme Yvan le disait, et même les États-Unis d'Amérique, quand on sait que la présence d'une telle missile en terre, je veux parler de la Corée du Nord, lui, de poids en matière de puissance militaire et même technologique, est-ce que quelque part les États-Unis, je veux parler des adversaires très proches de la Corée du Nord, ne devraient pas déjà apprendre à se rabaisser, aller vers Kim Jong pour essayer quand même de voir dans quelle mesure échanger sur 2 ou 3 éléments et de renforcer leurs liens amicaux, je veux dire, pour les jours à venir, dans les jours à venir. Alors, avant peut-être de répondre à cette question, je commence pour aller davantage dans le sens d'Yvan, pour rassurer davantage ceux qui nous regardent et ceux qui craignent d'éventuelles représailles, que Kim Jong-un a poursuivi en déclarant il s'agit clairement d'un plan et d'un effort pour nous défendre. Tout à fait. Ce n'est pas un plan et une action offensive. Il maintient que c'est un plan préparer la défense. Oui. Il estime qu'il pourrait être attaqué à tout moment. Justement, donc, parce qu'il y a deux adversaires principaux, les États-Unis et la Corée du Sud. Et l'adversaire le plus redoutable ici, ce sont les États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Et n'oublions jamais, à chaque fois qu'il fait ses essais, on dit souvent que ces missiles s'écrasent à 1100 km au large des côtes japonaises. Non, le Japon également est une menace potentielle. Tout à fait. Maintenant, pour revenir à cette question, je l'ai dit dans mon propos liminaire, quand je l'introduisais, que
ce qui est inquiétant, a déclaré l'agence France-Presse, ça, il faut d'ailleurs leur emprunter cette déclaration-là, c'est que cette technologie est uniquement possédée actuellement par les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu fournir la technologie à leur principal ennemi, je peux les appeler ainsi, ou alors deuxième principal ennemi, qui a donc aidé la Corée du Nord à acquérir ce missile avec un procédé hyper sensible en matière d'avancée technologique. Nous voyons là donc, tout de suite la Russie, certainement. On a envie de croire que la Russie est certainement surtout intervenue qu'il y a dans le quelques processus. années, les deux dirigeants Je dis bien qu'on a envie de croire, Romaric. Non, on ne peut pas être péremptoire là-dessus. Non, Julien, on peut également être péremptoire quand on reconnaît la proximité de ces deux dirigeants. On a vu Kim Jong aller justement en visite en Russie. Plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois. Et on connaît toute la haute technologie qu'il est allé visiter de ce côté. Ça va de soi. D'ailleurs, Poutine lui avait fait visiter pas mal de choses. Voilà. Et donc, on serait tenté de croire qu'il aurait bénéficié d'un soutien russe dans cette technologie, parce qu'il faut dire, Romaric, peut-être pour apporter cette précision, ce sont des missiles qui sont faits à base des fibres de carbone pour les rendre plus légers et accroître la vitesse. On vous dit que c'est un missile qui va 12 fois plus vite que le son. Vous comprenez sa vitesse au-dessus de Mach 5. 12 fois plus que le son. 12 fois plus vite. Donc, c'est des technologies hyper avancées que la Corée du Nord ne peut pas posséder. Il faut qu'on soit honnête de le dire. Alors, est-ce que la Chine aurait livré la technologie aux Nord-Coréens? C'est une question qui a toute sa place. Ou alors, c'est la Russie qu'on soupçonnerait de manière naturelle. Et si oui, contre quoi? Et si oui, contre quoi? C'est toute la question. Vous avez parfaitement raison. En matière, permettez que je le dise ainsi, de sous-sol, de richesse, la Corée du Nord n'en possède pas tellement. Tout à fait. Et donc, certainement contre d'autres types d'accords. On sait quand même aujourd'hui, il faut le dire, qu'il y a des soldats nord-coréens en territoire russe en soutien pour combattre l'ennemi ukrainien. Donc, on est tenté, puisque tous les éléments sont réunis, de croire que la technologie russe a peut-être été mise à contribution, même si, je le dis et je maintiens encore, je ne suis pas Romaric, on ne peut pas l'affumer de manière péremptoire. Toutefois, Romaric, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tir de missile n'était pas une plaisanterie. Et la capacité nucléaire de la Corée du Nord n'est plus une blague. Aujourd'hui, il est avéré que la Corée du Nord détient l'arme nucléaire. D'ailleurs, ces derniers tirs remontent au 6 novembre, à quelques jours seulement ou quelques heures avant l'élection de Trump. Comment se fait l'élection de Trump et que à quelques jours seulement de son investiture, il possède encore de nouveaux tirs. Voilà. Donc, on est tenté de croire que tous ces éléments sont liés. Il est très conscient, de la... On est tenté de croire justement que tous ces éléments sont liés, tout à fait. Il est très conscient justement de l'homme, Donald Trump. Parfois, c'est sorti assez bizarre, et donc il est juste en train de dire à Donald Trump, attention, n'oublie pas qu'il y a ces éléments ici à m'apporter, si jamais tu veux. Yvan Béni, on a quand même envie de se poser la question, nous sommes à quelques minutes seulement du thème central. Si on faisait une transposition avec le Cameroun, on se pose la question finalement, est-ce que le Cameroun atteindra ce niveau technologique ou même encore ce niveau de défense militaire là? Faut pas... En 2035, ça sera possible? En 2035. En fait, ce que les Africains n'ont pas encore compris, c'est avoir que le bon goudron. Le développement, c'est un procédé en fait. Pour développer un pays, c'est simple. Il faudrait d'abord avoir des bonnes politiques, des bonnes réformes agraires. Je ne sais pas si au Cameroun, on a des bonnes réformes agraires. Lorsqu'on termine avec les réformes agraires, on tombe maintenant dans l'industrialisation. Pas l'industrialisation où le chef de l'État vient dans son discours nous dit chaque jour qui passe, l'industrialisation devient une réalité au Cameroun. On a combien d'entreprises au Cameroun? On fabrique quoi au Cameroun? Le FIDA, on importe encore. Après maintenant l'industrialisation, on passe maintenant à la technologie. Après maintenant la technologie, on peut maintenant penser à l'intelligence artificielle et autres en fait. Vous avez vu aujourd'hui au Cameroun, même au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, ils veulent utiliser l'intelligence artificielle. Mon village en Dôme, où parfois il n'y a pas le réseau, parfois il n'y a pas la connexion. À ce niveau, on va aussi utiliser l'intelligence artificielle. Non, vraiment, les Africains ne devraient même pas encore songer à dire qu'il nous faut déjà les armes, les bombes nucléaires et autres en fait. C'est la raison pour laquelle ça revient encore à ce que nous sommes en train de dire, parce que c'est vrai, ces pays sont développés, mais si un jour il y a les conséquences, ça sera très grave pour l'humanité. Donc c'est la raison pour laquelle
lorsque ces chefs d'État se rassemblent dans ces événements et autres, ça devrait peut-être être un moment pour se dire que ce qu'on a là, c'est dangereux. Parce qu'on ne souhaite pas que ça arrive un jour, la troisième guerre mondiale. Parce que regardez, la deuxième guerre mondiale, il y a eu tellement de conséquences et la technologie n'était pas encore évoluée comme aujourd'hui. Imaginez qu'en 2025, une année, il y a une troisième guerre mondiale. Ça sera terrible en fait. L'humanité vivra ses pires jours de son histoire. Donc, on prie vivement qu'un jour, qu'on arrive à un stade où vraiment qu'il n'existait plus ces missiles. Jules Arcel Job, on se pose la question de savoir finalement, est-ce que lorsque les grandes figures dirigeantes de ces grandes nations sont elles-mêmes déjà en froid, en guerre, est-ce que l'Afrique va finalement s'en sortir, généralement, ou alors particulièrement le Cameroun? De l'autre côté, on a un Donald Trump qui semble ne pas très bien s'entendre avec Kim Jong-un. De l'autre côté, on a également le président russe Vladimir Poutine, ami à Donald Trump qui ne s'entend pas avec Kim Jong-un, Vladimir Poutine, ami à Kim Jong-un. De l'autre côté, la Corée du Sud, le Japon. Est-ce que finalement, lorsque ces grandes puissances finissent par ne pas s'entendre entre elles, n'est-ce pas un danger pour l'Afrique et même pour le Cameroun particulièrement? Mais commençons par dire qu'il n'y a pas d'amitié entre les États. Tout est question d'intérêt. On développe une proximité avec un État en fonction de l'intérêt qu'on recherche. Ça, il faut le dire. Maintenant, la position d'Afrique, justement, est-ce que l'Afrique ne peut pas, à la fin, subir les frasques, justement, ces proximités voilà. ou tout le reste à l'international? La question vaut tout son pesant d'or. Mais je pense qu'on a souvent répondu à celle-ci en disant qu'il fallait absolument qu'on aboutisse d'une manière ou d'une autre à un nouvel ordre mondial. Dans le nouvel ordre mondial, l'Afrique doit créer son propre nouvel ordre mondial. Et comment on y arrive? On y arrive en commençant par développer un marché africain. Qu'elle soit indépendante. On commence par développer un marché africain avec des leaders visionnaires comme au temps de Kadhafi, Muammar, paix à son âme. Mais je reviens avec plus de précision en vous disant tout de suite que oui, l'Afrique, Romaric, pourrait hausser le ton. L'Afrique pourrait élever la voix. Parce que tous les éléments aujourd'hui démontrent à suffire que dans 50 ans, l'Afrique sera le continent qui accueillera plus les ressources d'autres continents. Parce que c'est de ce côté qu'il y aura la vie. Ça va de soi. Tous les indicateurs... Qu'est-ce qui nous manque alors finalement? Pourquoi nous n'arrivons pas créer à un véritable marché africain avec les leaders d'une nouvelle génération convergeant tous vers le même idéal. Comme ce qui est en train de naître avec les États du Sahel. Imaginez-vous qu'on voit cela dans les 52 États, ou 53 ou 54 aujourd'hui, de l'Afrique. Imaginez un Sénégal à la tête des États africains aujourd'hui, on n'est que des révolutionnaires. Qui sachent que c'est l'Afrique avant toute chose. Parce que je dis, je maintiens, tant qu'on n'a pas créé un marché africain, on ne peut pas aboutir à un autre où l'Afrique a son mot à dire. Il faut qu'on se partage les technologies, qu'on contre les autres qui veulent venir chez nous, à venir avec leurs technologies et à les laisser sur place. Ce n'est qu'en faisant cela que l'Afrique pourra, entre interchangeabilité de services, développer telle chose ou telle autre chose. Je vous dis toujours qu'on mesure, en fait, les indicateurs réels du niveau de développement d'un pays, c'est par exemple le volume d'accroissement des produits issus de l'industrie. Il faudrait, pour que le Cameroun prétende être émergent en 2035, qu'il soit capable d'exporter les Rafales F-16 par exemple, d'exporter des missiles basiliques, hypersoniques ou tout ce que vous voulez. C'est ça qu'on appelle un pays émergent. Hein? Vous en parlez déjà pour le moment? Mais puisqu'on nous dit qu'on sera émergent en 2035, qu'on soit émergent, voilà les éléments qu'il faut. Donc je mets en évidence et en exergue le mensonge d'État. Oui. Non. Pour être émergent, il faut exporter les avions, il faut exporter les TGV, il faut exporter l'armement lourd, les chars de guerre. On est aujourd'hui en 2025. Donc, Paul Biya essaie de nous dire que dans 10 ans, on aura une usine capable de faire ça, alors qu'on n'a même pas d'électricité. Alors qu'on ne fabrique même pas les ordinateurs. Alors qu'on ne fabrique même pas les motos, il parle d'ordinateurs. Vous blaguez. Vous blaguez. Ce régime a bousillé le Cameroun à un niveau que vous n'imaginez même pas. On nous sera émergent en 2035. Non. C'est un mensonge de tout. Un mensonge d'État. Il va venir, finalement, est-ce qu'il ne faut pas juste se contenter de faire de toutes petites choses? Pourtant, on a tout le potentiel. On se demande quand même qu'est-ce qui nous manque. Est-ce la ressource humaine? Est-ce la ressource naturelle finalement? Pourquoi on n'arrive pas à être ou à devenir comme les autres? On parle aujourd'hui de ces missiles hypersoniques
pour un individu lambda camerounais, il a quand même le droit de se poser la question de quoi est-ce qu'on parle. Il s'attend à ce qu'on parle du gasoil ou même encore des prunes. Hein? Finalement, qu'est-ce qui nous manque, Yvan Ameni? Non, ce qui manque au Cameroun, c'est simple. Le Cameroun a ce qu'il faut pour se développer. Le Cameroun manque juste des bons dirigeants, en fait. Moi, je prends toujours un exemple simple. Hein. Lorsqu'on fait le débat sur la question de l'insalubrité au Cameroun, là, à ce niveau, vous allez comprendre la question du développement dans le pays. Il y a des Camerounais qui s'y mettent à dire non, vraiment, il y a aussi l'incidisme des Camerounais et autres, en fait. En termes de développement, on parle d'incidisme quand le gouvernement fait d'abord son travail. Tout à fait. Donc, autrement dit, un Camerounais qui va dans un bar et qui n'a pas de toilette dans ce bar et qui se met à pisser au champ et autres, il ne pratique pas de l'incidisme. S'il y avait les toilettes à ce niveau, il devait aller tout simplement dans ces toilettes-là et pisser. Pour revenir maintenant au cas de l'insalubrité, pour présenter le sous-développement qui est au Cameroun, par jour, la quantité de tonnes d'ordures que l'entreprise Isaac doit ramasser ne le fait même pas d'abord. Donc si par jour Isaac doit ramasser par exemple 1600 tonnes d'ordures chaque jour au Cameroun, il ne le fait pas. On viendra pour dire que Yaoundé est sale ou encore que le Cameroun est sale parce que c'est les mêmes pauvres Camerounais qui payent les impôts au quotidien. Le Cameroun est pauvre tout simplement parce que ceux qui dirigent le pays sont beaucoup plus là pour les intérêts personnels au détriment des intérêts du peuple, tout simplement. Quand vous comprenez pourquoi Yaoundé est sale, vous comprenez également pourquoi le Cameroun est sous-développé. Alors, Julio Arcel parlait tout à l'heure des véritables révolutionnaires, justement, pour penser non seulement l'Afrique, mais aussi le Cameroun globalement, parce que depuis hier, il insiste là-dessus, c'est un véritable problème systémique. Si jamais il peut changer ce système, alors une seule chose est certaine, c'est que les choses également vont s'améliorer, puisque vous parliez tout à l'heure des révolutionnaires, Julio Arcel Diop. Nous allons tout simplement avoir une pensée assez importante pour un révolutionnaire, c'est un sankariste qui a coutume justement de faire partie de nos plateaux de débat ici le dimanche, et même la vespérale présentée par Bertrand Bika, Cyprien Olinga, qui a donc été enlevé hier par les forces de maintien de l'ordre. Quelques informations font état de ce qu'il séjournerait justement au commissariat central numéro 4 des Kounou, juste face à la Camwater, même si les chefs d'accusation qui pèsent contre lui n'ont rien à voir avec ce pourquoi il le défend. De toutes les façons, on vous en dira un peu plus dans nos prochaines éditions. Julio Arcel Diop, Yvan Ameni. Nous allons tout simplement prendre une légère transition et on revient derrière pour cette fois-ci prendre la pente et parler de la thématique centrale. D'accord. Question pour moi de se raviser, de toutes les façons. Cyprien Olinga, il a été interpellé. Voilà, les forces de maintien de l'ordre qui sont arrivées chez lui. Il était en plein sommeil et puis il s'est réveillé d'assaut et on l'a tout de suite conduit au commissariat central numéro 4. Mesdames, Messieurs, voilà donc venue la thématique centrale. Le temps pour nous de parler de cette augmentation justement de 4 francs CFA sur le coût des transactions. C'est en tout cas ce qu'a prévu la loi des finances comptant pour l'année 2025. Désormais, lorsque vous effectuez une transaction, peu importe la somme, vous verrez justement à chaque transaction de la journée, la somme de 4 francs être défalquée de votre compte. Et lorsqu'on fait le ratio par an, si seulement 4 francs est enlevé sur l'ensemble de près de 30 millions, cela fait une somme de 750 milliards de francs CFA. C'est une véritable situation. Yvan Ameni qui interroge l'inquiétude de plus d'un, cet État qui donne davantage aux Camerounais de vivre simplement sous la sphère des taxations. Vous avez dit que ce qui va arriver au Cameroun en 2025 est suffisamment grave. Nous sommes dans un pays où le gouvernement prend toutes les dispositions pour encourager les Camerounais à sortir du pays en fait. Donc, à tous les niveaux, on perturbe le quotidien des populations camerounaises. Vous allez à l'hôpital, c'est compliqué, on vous vend la couverture santé universelle, mais on vous dit quand même qu'il y a encore des femmes
enceintes qui sont enchaînées, embasillées dans les hôpitaux. Vous allez au marché, vous avez un ministre du Commerce qui vous dit réduction du prix des oléagineux, ce n'est pas respecté. Vous voulez même entreprendre, on vous nuit davantage avec l'économie de la taxation. Vous voulez même faire une transaction financière mobile, on vous asphyxie avec des taxes suicidaires qui ne veulent rien dire. Il faut dire que les cartes francs CFA qu'on prend au Camerounais, de manière globale, ça ne veut rien dire en fait. Parce que en fiscalité, le grand frère Julien, il ne doit pas dire le contraire. On doit expliquer, donc le consommateur doit savoir pourquoi le prend les 4 francs CFA. Voilà, et où est même destiné. Bien sûr, on doit nous expliquer où vont ces 4 francs CFA. Et en fiscalité, on doit se rassurer que ça permet aux consommateurs moyens de pouvoir donner ces 4 francs. Parce que désormais, pour faire une transaction au Cameroun, vous êtes obligé de vous soucier. Est-ce que j'ai même les 4 francs qui vont aller avec? Donc on va maintenant arriver à un stade où, sinon, au lieu que la technologie, le solde sera au lieu que la technologie soit une évidence désormais au Cameroun, on sera obligé de retourner encore vers les anciennes habitudes. Si vous avez de l'argent à donner à un frère, car mieux il te donne ça quand on va se voir. Parce que les 4 francs là vraiment, quand on va se voir, il va te donner l'argent à main propre. C'est ce qui est en train de se passer. Et ça va faire que de plus en plus, on va même s'éloigner de ces opérateurs de téléphonie mobile. Depuis l'annonce de cette taxe, je me suis évertué un peu à faire un simple calcul élémentaire. Allez-y. Si par jour, Orange Money, j'ai pris uniquement Orange Money, je n'ai même pas pris MTN Mobile Money, donc je dis un opérateur de téléphonie mobile. Si par jour, ils ont un bénéfice de 25 millions par jour, ça c'est vraiment le simple ratio, et c'est même plus. Ça veut donc dire que par an, ils ont 9 milliards 125 millions. Dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, dans un pays où la qualité même du réseau qui nous sert est piteuse. Parce qu'il y a des jours que vous voulez même faire cette transaction mobile, il n'y a pas le réseau. Il y a des jours où vous voulez faire Orange Money et autres, on vous dit que le réseau dérange et autres. Ce qui est en train de se passer nous pousse encore à dire que certaines entreprises ont eu à perdurer sur l'ordre de 82 au Cameroun parce qu'ils asphyxient les populations camerounaises avec la complicité du système en place. C'est le gouvernement camerounais qui encourage tout simplement ce que nous sommes en train de vivre. On nous dit 750 milliards de francs CFA par an dans un pays où la qualité du réseau, où en 2024 la qualité du réseau représentait l'un des pays les plus nocifs sur la planète Terre. Et dans son discours, il n'est même pas revenu dessus. Le Cameroun en 2024 était l'un des pays où les populations rencontraient d'énormes difficultés à se connecter. Regardez même encore en décembre récemment, le 1er janvier même, il y a eu des soucis de réseau. Pareil le 25 décembre également en fait. Ce qui est en train de se passer est suffisamment grave. C'est davantage des interpellations pour dire qu'il faut quitter le pays. Tout simplement parce que ça n'obéit à aucune réglementation. On ne peut pas être dans un pays où il y a la taxe sur le développement local, il y a l'impôt libératoire, il y a la taxe sur le service d'hygiène. On vient encore vous dire que pour faire une transaction financière mobile, vous êtes appelé à payer 4 francs CFA pour les retraits et pour les dépôts. Donc vous voulez même garder l'argent dans votre propre, puisque vous avez gardé avec votre propre argent, vous payez encore. C'est quand même grave. Et ça il faut quand même le notifier. Hein. Cela vient tout simplement s'ajouter aux autres taxes qui étaient déjà là précédemment, notamment lorsque vous vouliez faire autrefois un transfert, un dépôt de 100 francs CFA, l'opérateur se rassure qu'il vous a défalqué 50 francs CFA. Aujourd'hui, c'est donc passé de 50 à 54 francs CFA. Tu vas permettre, Yvan Ameni, qu'on puisse justement se plier devant l'économiste ce matin. Il se défait un tout petit peu de sa casquette de chroniqueur, même si il lui sera impossible de le faire. Je lui harcèle le job. Comment comprendre un tel phénomène dans un contexte aussi particulier au Cameroun où les populations n'arrivent pas à s'alimenter en eau potable, où les populations n'arrivent pas à passer des semaines sans énergie électrique, où les populations n'arrivent pas à se mouvoir sur un goudron de qualité? Comment expliquer encore une fois de plus cette nouvelle taxation pensée par ceux qui nous dirigent? Une économie mal organisée, rien d'autre. Une économie mal organisée. Rien d'autre. Une économie mal organisée qui ne sait exactement plus comment il agit son assiette fiscale. C'est tout le problème. Nous avons. Mais est-ce que finalement, pour maîtriser Constant cette assiette
fiscale, est-ce qu'on a besoin de passer par ces mécanismes? Mais absolument pas. Je l'ai souvent dit, pour s'assurer d'une collecte optimale, on ne presse pas les entreprises qui existent déjà. On ne presse pas le consommateur final. Parce que cette mesure, certes, c'est le consommateur final que nous sommes qui la supporte. Cette taxe, c'est le consommateur final qui la supporte, mais ça crée également un préjudice à l'entreprise qui est chargée de payer à l'État cette taxe-là. Parce qu'elle voit beaucoup porter cette opération. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui sont braqués, qui ne veulent plus faire des transactions. Parce qu'il y a ces 4 francs CFA là. Ils disent, ok, bon, non, on ne fait pas de transaction. Ça fait que si Orange faisait 10 millions il y a quelques temps, aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres qui sont contraints de les faire au quotidien, ben, ils ne vont en faire peut-être que 8. Il y a quand même 2 millions de perdus. Donc, manque à gagner et chez l'entreprise et chez le consommateur final, parce que lui, il paye davantage. Maintenant, revenons terre à terre. On peut éviter des mécanismes comme ceux-ci, parce que ça s'appelle la pression fiscale. On peut éviter ces mécanismes. Je vous ai dit sur ce plateau que ce que l'État du Cameroun collecte en matière de recettes n'est en réalité exécuté que sur à peine 10% des capacités du Cameroun. Nous avons une économie qui est à 90% informelle et 10% qui est du secteur formel. C'est donc dans les 10% qu'on vient à chaque fois presser davantage. Le problème de ça, c'est justement que le Cameroun a pensé ni à une économie binaire, ni à des solutions alternatives comme stimuler la politique d'investissement au Cameroun par des mécanismes d'allègement fiscaux, de manière à ce que même la femme qui veut ouvrir un petit commerce se rende compte qu'il est nécessaire qu'elle opère sous la bannière d'une entreprise. Et que le fait d'opérer sur la bannière d'entreprise vous donne l'accès au crédit et que vous pouvez grandir à tout moment. Parce que vous avez un crédit et que l'État vous garantisse de prendre ce crédit-là, vous êtes tenté de vous conformer. Vous êtes tenté de dire que, ok, bon, si pour faire mes beignets, je dois être une entreprise normale, encore créer une entreprise aujourd'hui, une très petite entreprise ne coûte absolument rien, et que l'État me dise qu'à chaque fois que vous êtes conformé, moi je vais être votre garant pour que vous grandissiez. Tout à fait. Et c'est sur un nombre d'entreprises. C'est d'ailleurs ce modèle qui est appliqué. C'est ce modèle qui est appliqué ailleurs, Julien. Oui. Tout à fait. C'est encourager les entrepreneurs à se réglementer. Que toute entreprise, aussi petite qu'elle soit, opère dans la légalité sans avoir la pression fiscale. On vous allège la pression sur les premières années, le temps pour vous de vous constituer. On ne se limite pas à ça. On vous dit, les banques peuvent vous accompagner à condition que le suivi soit bon et que vous teniez dans la durée. Une économie faite de petites économies formelles a une capacité de collecte qui est inimaginable. Imaginez qu'on remonte aujourd'hui seulement à 50%. On n'a pas besoin d'asphyxier les Camerounais. On collectera de la manière la plus simple possible sans avoir à faire souffrir le consommateur final. On a le problème du Cameroun. On a justement même l'impression que c'est ce secteur informel qui est beaucoup plus touché par cette réalité malheureusement. Pourtant, un secteur qui participe à gonfler l'assiette fiscale de nos... Gonfle même plutôt les poches. Et c'est là tout le problème. Imagine ce qui est collecté dans l'illégalité va où? Dans l'illégal. Tout à fait. Si on avait des entreprises qui opèrent normalement, c'est-à-dire, je prends un exemple, la dame qui nous vendait des boissons et à manger ici devant notre entreprise, qu'elle avait son registre de commerce. Il est clair... Elle n'en avait pas? Non, il n'y en a pas d'office, il faut l'oublier. Il est clair qu'en cas de difficulté, elle aurait simplement recouru au service de la banque. Parce que la banque, son rôle, c'est quoi? La banque permet d'ajuster la capacité de financement des uns aux besoins de financement des autres. Vous épargnez de l'argent, ceux qui en ont besoin le prennent contre des intérêts. Et que l'État du Cameroun vous dise, par ces démembrements, que nous garantissons ce prêt. Tout le monde recourrait à la banque, sachant qu'il sera suivi pour que son activité ne tombe pas. Et là, on saurait qui fait quoi. Qu'on collecterait dans la légalité, qu'on n'aurait pas besoin de presser les populations. C'est tellement simple, Yvan. Nous disent souvent, mais quand vous venez de nous expliquer l'économie, on comprend même que ce n'est pas compliqué. Je dis oui, on paie les universitaires pour vous pomper avec des mots académiques. Alors que l'économie est beaucoup plus simple. Voilà le béaba de l'économie, Yvan, pour réguler la collecte au Cameroun, pour performer, obtenir la collecte, il faut simplement stimuler la politique de l'entrepreneuriat par des entreprises existantes. Et donner à ça une contrepartie de l'État comme garant de l'emprunt ou du prêt quand ces petites entreprises sont en difficulté. Et il y a seulement des mécanismes de suivi. Pour que je collecte
je m'assure que le crédit que tu as pris à la banque soit bien utilisé. Donc, c'est moi, la collectivité territoriale décentralisée, qui vient collecter, qui fait le suivi de ton activité. Ça doit marcher pour que moi, je collecte. C'est logique. C'est comme ça que ça fonctionne ailleurs. C'est comme ça que l'Allemagne s'est développée, à travers des petites industries comme ça. Alors, mais on se pose la question, pourquoi ça ne fonctionne donc pas au Cameroun? Parce que ça ne les intéresse pas. Et ils savent où vont prendre l'argent pour vivre. Ça vient du pétrole. Ça vient de l'exportation de produits comme le cacao. Eux, ils savent déjà où viendra l'argent qui suffit pour que le reste n'a pas d'importance. Jusque-là, le Cameroun arrive quand même à réaliser depuis des années sur 10% d'une économie formelle. Imaginez si on avait atteint la capacité de 50% de formalisation de notre économie. On serait un pays incroyablement puissant en Afrique. C'est pour ça que je dis tout le temps, il nous faut un nouveau paradigme au Cameroun. Donc l'approche est systémique, le problème est systémique. Yvan Meni, ça veut dire finalement, on a encore beaucoup d'années pour vivre ce martyre si jamais pour octobre 2025 rien n'est fait. Tel qu'on écoute Julio Arcel, il y a que ces académiciens, ces universitaires savent quelle est la vérité, mais refusent d'implémenter la vérité parce qu'ils semblent ne pas vouloir voir les Camerounais, n'est-ce pas, se sentir bien dans leur chair. Justement, c'est ça le véritable souci. En fait, on prend des mesures qui ne sont pas en conformité avec le quotidien des populations camerounaises. Et plus tard, même, on ne voit même pas l'impact même de l'utilisation d'impôts ou encore de ces taxes sur le quotidien des Camerounais. C'est même où ça fâche. On a vu la sortie en 2024 du président du JICAM, Célestin Tawamba, qui disait en fait que si en 2025, on allège les Camerounais d'une année sans percevoir les taxes, le pays vivra toujours bien. C'est ce qu'il disait. Il disait que même si on fait 2025 au Cameroun et qu'on ne nous prend pas toutes ces taxes-là, en fait, qu'il y a des taxes qu'on a déjà pris qui permettent de bitumer les routes, de développer le secteur de l'énergie électrique, de développer également l'adduction en eau potable et autres. Mais ils sont arrivés à un stade où, à tous les niveaux, on veut asphyxier le quotidien des populations camerounaises. Mais sauf que, comme Julio a eu à le préciser, il n'y a aucun pays qui s'est développé sur l'économie de la taxation. C'est impossible. Il faut créer des conditions de vie qui vont encourager même plutôt les Camerounais à payer les taxes. Regardez par exemple un Camerounais qui est à l'étranger. Mais vous dites qu'il paye la taxe pour sa santé et autres. Il est content. Il est content. En fait, vous lui dites de payer un 4 francs alors qu'il y a des matins où on se lève, on ne sait pas ce qu'on doit manger. On ne sait pas ce qu'on a mangé à 12 h. Il y a la grand-mère à Bangam qu'il faut faire le dépôt. Tu réfléchis comment il te faut encore les 4 francs. Tu n'es pas sûr que ça va passer. C'est ça le souci. Et non seulement ça doit d'avoir dérangé, et tu réfléchis encore comment il te faut encore avoir 4 francs CFA. La technologie doit être une accessibilité pour tous. La technologie n'est pas un frein au développement, en fait. C'est ce que nos dirigeants doivent comprendre. La technologie, aujourd'hui, c'est un moyen pour permettre à chaque citoyen du monde pour faciliter. Pour faciliter. Oui. Et non venir dire qu'on doit davantage appauvrir les populations camerounaises. Ces 4 francs CFA, ça part où? C'est ça le souci, ça part où? Après, vous allez aller dans les quartiers et voir comment il y a des gens qui ont quand même acheté des quartiers. Voir comment les gens ont construit des maisons. Quelqu'un fonctionnaire. Ça ne fait pas 2 ans. Ben oui. Là, il a construit une villa. Oui. Là, il a 15 voitures. C'est ça le véritable souci. Mais la question fondamentale aussi, vous le disiez dans vos propos tout à l'heure, à quoi sert finalement de prélever l'ensemble de ces taxes si même ceux qui subissent ces taxes n'arrivent pas à subir même dans des bonnes conditions? Je veux parler ici par exemple, vous faites un transfert, vous le disiez tout à l'heure, le réseau qui burk, vous n'y arrivez pas, mais vous réussissez quand même à vous faire prélever votre argent et vous n'êtes pas dans les conditions et vous n'êtes pas en mesure même. Finalement, on se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans ce Cameroun? Alors, comme je vous l'ai dit, ceux qui nous dirigent n'ont pas le souci du minimum pour fonctionner. Ce qui est problématique au Cameroun, c'est la part des investissements. L'argent pour le fonctionnement, faites une analyse rétrospective, il est toujours disponible. Il est là. Il doit fonctionner entre les bons de commande, les missions à l'étranger et tout le reste. Ça, c'est là. Parfois 2 fois supérieur. C'est là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat naît sur la part qui est l'investissement. Alors, payer même ne dérange pas les Camerounais. Mais ils voudraient voir ce pourquoi ils payent. En effet.
Au moins que les conditions dans Quand il y a lesquelles... la poussière partout, c'est pas possible. Ça c'est même quel pays? On a fait quoi, Dieu? C'est quel pays? Petit pays avec Yvan a raison. dit hier, mais lui-même c'est l'exacerbation. sommes Yvan un disait peuple hier sur ce aussi. plateau, on n'a plus besoin de vous raconter que le Cameroun est sous-développé. Justement. Vous le vivez. Pointez votre nez dehors quand on sort de nos locaux. Non, la c'est- poussière vous c'est la envahit. poussière terrible. C'est pas possible. Les odeurs vous envahissent. Et vous n'avez même pas... C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter un pays comme celui-ci? Mais ce n'est pas le pire. C'est la même blague qu'ils ont instaurée avec la taxe, aussi la taxe locale. Là. Peut-être qu'il faut Sur le donner... développement local. Peut-être quelques précisions. Alors, Allez-y. il faut bien comprendre qu'entre les salaires de 62 000 francs CFA et 75 000 francs CFA, les gens devront débourser 3 000 francs CFA. Donc, on va commencer à vous couper, même à nous, ici à Roton 3, de vous couper de l'argent. Vous ne voyez pas les cisailles sur vos salaires et vous commencez à crier. Alors, entre 75 001 francs et 100 000 francs CFA, on demande de prélever 6 000 francs CFA. Entre les salaires qui vont de 101 000 à 125 000 francs CFA, 9 000 francs CFA. Des salaires de base qui vont ou qui sont compris entre 125 001 francs et 150 000 francs CFA, on demande de prélever 12 000 francs CFA. Entre les salaires qui sont compris entre 151 000 francs CFA et 200 000 francs CFA, on demande de prélever exactement 15 000 francs CFA. Entre les salaires qui vont de 201 francs à 250 000 francs CFA, on demande de prélever 18 000 francs CFA. Je finis bientôt. Entre les salaires compris entre 250 000 francs et 1 francs CFA, on demande de francs CFA, et les salaires au-dessus de 500 000 francs CFA, on demande de prélever, non, oui, au-dessus de 500 000 francs CFA, on demande de prélever 30 000 francs CFA. Donc, c'était une façon de vous dire que c'est parce que nous sommes légalistes. Vous observez les cisailles sur vos salaires. Il y avait le dit à l'antenne. Ne pleurez pas. Il y avait Non, le- il faut qu'ils comprennent à quel point c'est grave. Ah, d'accord. Il faut qu'ils comprennent à quel point c'est grave. Je harcèle, tiens. Non, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un pays comme celui-ci? 42 ans qu'un même homme gouverne un État. Et il n'a pas trouvé les solutions basiques aux problèmes. Dans un pays bougrement riche, je vous dis que le Cameroun a toujours été au rendez-vous de la collecte de ses prévisions budgétaires. C'est par là qu'on détermine un pays riche, mais qui utilise mal ses ressources. Je suis scandalisé quand on me dit qu'un PCA ou je ne sais pas trop quoi a... Voyez-vous, voilà le secrétaire général adjoint du Sénat qu'on suspendait la dernière fois et auquel on demandait de ramener les véhicules de service. Un Prado Land Cruiser, un Prado V8. Non, c'est pas possible. Pourtant, le Sénat, c'est même les sénateurs ne font quasiment rien. Imaginez donc que ça, ce n'est que pour un secrétaire général adjoint. Combien il y en a au pays? Combien il y a d'autres directeurs? Combien de ministres? Combien? Mais ce pays est tellement mal gouverné que je ne sais pas si on en sortira un jour. D'accord. Un enfant du quartier parlera du pays bête. De toutes les façons, Julio Arcel, permettez-nous justement de revenir sur l'actualité aussi qui semble et qui va même vous énerver. Ce sont les orphelins de guerre qui sont finalement oubliés dans les oubliettes. Ils sont très nombreux dans la région du sud-ouest, du nord-ouest même également, qui finalement ne savent plus à quel sens se vouer, pourtant destinés à être des patrons de famille, à être des leaders de famille, mais sauf que la politique sociale implémentée par le système de gouvernance semble ne pas répondre favorablement à l'appel de ces jeunes orphelins de guerre. Du côté du ministère des Affaires sociales, rien n'est fait, même si nous a-t-on dit il y a une politique mise en place par le gouvernement Yvan Ameni. Finalement, des politiques comme celle-là, on ne voit rien, elles sont silencieuses. Que faire? Il faut d'abord dire qu'il y a plusieurs politiques qui sont de plus en plus mises sur pied. Ce qui nous inquiète, c'est l'implémentation. Donc, quand vous allez au ministère des Affaires sociales, on vous dit voici le programme pour davantage prendre le programme national de prise en charge des orphelins de guerre. Mais ce qui nous questionne, ça, en fait, c'est l'implémentation. Et où nous sommes inquiets même, c'est que nous sommes dans un pays où on a déshumanisé même l'humain, en fait. C'est ça le véritable souci aujourd'hui au Cameroun. Vous verrez qu'effectivement, il y a des missions, il y a des fonds qui sont alloués pour prendre en charge ces différents Camerounais et autres. Mais il y en a qui prennent l'argent, qui s'asseyent dessus tout simplement. Et comme je le reprécise encore, on a toute une direction de la protection civile aujourd'hui au Cameroun. Donc quand, même en guerre, en cas d'incendie et autres, en fait,
On va aller dans le budget de la protection civile pour venir en aide à ces populations-là. Et non venir tromper les Camerounais après pour dire le chef de l'État est venu, pourtant ça avait l'argent des impôts des populations. C'est la protection civile aujourd'hui au Cameroun. Ils sont nombreux qui de plus en plus perdent la vie de ce côté. Qu'est-ce qu'on fait pour les venir en aide? Ils ont des enfants et autres en fait. Moi je connais des orphelins, des gars qui ont abandonné l'école après le décès de leurs différents enfants et autres en fait, de leurs parents. Et ce qui nous inquiète également, on revient encore ce matin sur la question, le public, la notion du service public aujourd'hui au Cameroun. On nous dit que le service public est gratuit. Le service public devait être même l'apanage de tous les Camerounais, des orphelins et autres en fait. On devrait assister à un stade où les orphelins ne payent pas pour fréquenter. Par exemple, vous venez là, vous êtes orphelin, vous ne payez pas. Vous allez à l'hôpital, il y a tout un budget que le gouvernement camerounais subventionne pour prendre en charge la santé des orphelins de guerre. Parce qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on est orphelin, c'est vrai, on réussit. Ils sont même très nombreux qui ont eu à réussir malgré le fait qu'ils sont orphelins. On pense comme ça à l'artiste locaux, par exemple, dont son père était aussi un pilote dans l'armée de l'air. On pense également aussi au maire à Temung qui est un orphelin malgré le fait à se démarquer dans la scène politique. Mais ce qu'on remet sur la table ce matin, le service public devrait être une priorité pour le gouvernement. Encore que c'est une obligation pour le gouvernement de faire de la protection des minorités une priorité. Parce qu'en fait, ils ne sont pas nombreux. Il suffit de mettre, par exemple, 15 milliards chaque année au Cameroun pour prendre en charge ces minorités-là. Malheureusement, c'est ça à quoi nous assistons. On va permettre à Julio Arcel de coller un commentaire sur cette actualité ce matin. Julio, les orphelins de guerre, il n'y a que de janvier de chaque année, un arrêt majeur est observé, n'est-ce pas, en mémoire de ces orphelins de guerre, mais sauf que jusqu'ici au Cameroun, ils sont véritablement, je veux dire oubliés dans des oubliettes, ceux-ci ne reçoivent rien venant de la part du gouvernement camerounais, même si la Commission des droits de l'homme du Cameroun semble avoir plusieurs programmes, mais il n'y a aucun impact qui se fait ressentir sur le terrain. C'est davantage plus dommage, parce que quand on parle d'orphelins de guerre, ça veut dire que leurs parents sont tombés, parfois sur le théâtre des opérations, soit en défendant la nation, soit en tirant aux assaillants, c'est l'un ou l'autre. Donc c'est davantage plus dommage, ça prouve à suffire que ce régime n'accorde pas de priorité à l'humain. Yvan parlait de la minorité, moi je parle même de l'humain. Un gouvernement qui accorde la priorité à l'humain, c'est que parmi ces humains-là, il y a des plus fragiles, entre autres des orphelins. Donc on ne peut pas s'attendre à avoir un gouvernement qui a d'autres priorités, se préoccuper de la situation de l'humain. Non. Pour eux, le plus important, c'est de creuser davantage eux, le petit Dieu et nous, les humains. On fait partie de tout sauf de leurs préoccupations. J'oublie tout le temps, quand nous organisons même des débats où on s'offusque de la négligence de ceux qui nous dirigent, ça m'étonne moi-même que je sois en train de parler de la négligence des personnes qui n'ont même pas conscience qu'on existe. Donc, en fait, c'est nous le problème. Commençons à parler de nous. À un moment donné, je me dis même qu'il faut qu'on arrête de parler de la gouvernance. Parce qu'ils s'en foutent complètement. Je vous ai dit que ce n'est que la nature qui va nous sauver. C'est pour vous là-bas, disait-il. Ce régime m'énerve. Je vous le dis tous les jours. Julien Arcel, merci. Merci encore pour votre présence sur le plateau ce matin. C'est moi qui vous remercie. Yvan Ménich, on vous dit merci. Merci Romaric. Merci également à Julien Arcel. Merci à tous les téléspectateurs. On se retrouve demain encore avec le même sourire. Avec le même sourire. Question également de dire merci à toute la grosse et même belle équipe de production qui a contribué à la réussite particulière de cette autre sortie de la semaine Horizon Midi. Nicolas Abesso était donc derrière la baie vitrée à la diffusion, à ses côtés Eric Dikongue pour sont dans le studio, j'ai failli dire les studios, mon homonyme Franck avec CK donc assuré les caméras et même la lumière dans le cadre de cette production en coordination reine Christelle Tigniem, la supervision assurée par l'honorable François Biba. N'oubliez pas, je reste l'unique étoile du drapeau camerounais. J'ai eu l'insigne honneur et même le bonheur de modérer les échanges de ce matin. À demain mercredi lorsqu'il sera très exactement 10h. Bonne suite de programme à 12h30. Alex Rodrigue Bekono pour le journal de la mi-journée. À bientôt.